Bienvenue à tous. Voilà, je compte sur la chaleur de vos cœurs pour réchauffer un peu la salle. On a eu un petit souci avec le chauffage, mais je suis certaine qu'on va réussir à faire monter la température. Grâce à nos 3 invités qui sont ici présents ce soir, qu'on a hâte de vous présenter. Dans un premier temps, je vais vous présenter notre projet avec Élise, et puis après on vous présentera chacun de nos invités, à qui on posera une question pour vous mettre un peu dans l'ambiance, et ça leur permettra de parler de leur projet. Déjà, bienvenue et merci d'être là, ça nous fait super plaisir. Je ne sais pas s'il y a des personnes, je crois que je reconnais un peu des visages qui sont déjà venus. Votre attention s'il vous plaît, c'est un projet qui a été créé autour d'un café avec une bonne odeur de cacao chez Ben Mouture pour ceux qui connaissent, les vrais savent. Cette idée, elle nous est venue. Alors, en fait, c'est une idée qui vient du cerveau d'Élise. Élise, elle a créé une boîte au Mexique il y a 8 ans qui s'appelle Mexico. Et elle est revenue vivre à Marseille l'année dernière parce qu'elle avait envie de retrouver un peu ses racines. Et elle est vraiment entrepreneuse dans l'âme. Et moi, je suis coach professionnel et j'accompagne des entrepreneurs, des personnes qui ont envie de créer des projets. Et en discutant, on s'est rendu compte que voilà, on avait des intérêts communs et qu'on avait envie de partager nos échanges avec des personnes qui pourraient peut-être être intéressées. Et c'est là qu'Élise a eu l'idée, puisqu'elle travaillait ici chez Babel, de proposer des événements dans les espaces de coworking, dans des lieux où on pouvait retrouver des entrepreneurs. Donc ça a commencé comme ça, puis voilà, au début on écrivait sur des thématiques un peu différentes autour de l'entrepreneuriat et la connaissance de soi, c'est un peu notre dada. Et puis là on commence à faire évoluer le projet, on s'était dit que c'était chouette de mettre en avant des personnalités qui avaient des choses à raconter autour toujours de thématiques de développement personnel et d'entrepreneuriat. Voilà, donc ça c'est pour notre projet. Et cette thématique dont on va vous parler aujourd'hui, qui s'appelle l'optimisme, une clé de la créativité, elle nous est venue parce que dans nos grands temps d'échange avec Élise, quand on commence un peu à se perdre dans les réflexions, on s'est rendu compte en fait que pour nous, quelque chose qui nous permet vraiment de créer, que ce soit dans notre projet ou dans nos vies, c'est quand on se sent bien, quand on est heureuse, quand on est connecté à la joie. On s'est rendu compte que vraiment l'optimisme pour nous c'était un vrai challenge aujourd'hui. C'est pas évident, c'est d'ailleurs même parfois un peu montré du doigt parce que les personnes qui peuvent être optimistes dans certains contextes, ça voudrait dire que elles se rendent pas compte. Nous on avait envie de défendre un peu l'idée inverse aujourd'hui, de dire non, au contraire, restons connectés à ça parce que ça peut faire émerger des projets qui ont un impact très positif et qui sont vraiment chouettes. N'ayons pas peur d'être positifs, mais si parfois les choses nous donnent plutôt envie de pleurer. Et en fait on s'est rendu compte que c'était comme ça qu'on pouvait vraiment créer, qu'on pouvait avoir des bonnes idées, des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc on avait envie de mettre en lumière à travers cette thématique des projets qui nous semblent optimistes et surtout les personnes qui les ont créés. Voilà pour la présentation un peu de cette thématique. Alors l'optimisme, c'est aussi, puisqu'en fait nous c'est quelque chose sur lequel on travaille, c'est les énergies du Sagittaire. Avec Élise, quand on s'est demandé l'année dernière, tiens, comment est-ce qu'on va créer des thématiques, comment est-ce qu'on va avoir comment est-ce que chaque mois, en fait, on va avoir des thématiques différentes. On a pensé aux énergies des thèmes astro, parce que pour nous, ça a un impact, ça a une influence, et puis il y avait un côté un peu ludique, un peu clin d'œil. Donc nous sommes dans les énergies du Sagittaire, et le Sagittaire, c'est un signe qui est lumineux, c'est vraiment le changement, le dépassement de soi, l'envie d'aller plus loin. Il y a un côté un peu guerrier, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui a envie de partager ça avec les autres. Donc ça nous semblait vraiment propice, en lien avec ces énergies. Voilà, je vous souhaite de passer un bon moment avec nous, de profiter de ce temps-là aussi pour prendre un temps pour vous, peut-être vous nourrir de ce que nos invités ont à nous dire. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions à la fin, on va faire un petit temps pour pouvoir échanger et partager ça ensemble. Je te laisse, Élise, si présenter peut-être... à part s'il y a quelque chose que tu veux dire. Non, c'était très bien. Merci pour cette présentation. Il y a de la place devant, je vois que vous venez d'arriver, donc si vous voulez vous asseoir, n'hésitez pas à descendre. Ok, bienvenue en tout cas. Donc voilà, on va vous présenter nos 3 invités, puis on va leur poser quelques questions qu'on a préparées avec Valentine. Donc je vous présente tout d'abord Marina. Donc Marina, elle a une formation d'orthophoniste. C'est une profession qu'elle a exercée pendant 10 ans, avec beaucoup de passion. Et même si elle aime beaucoup son métier, l'envie d'écrire l'a poussée en fait à explorer un nouveau chemin.
Et c'est comme ça qu'elle a créé, il y a maintenant presque un an, Folket, qui est une agence de conseil en communication spécialisée en branding, storytelling. Voilà. En dehors de sa vie professionnelle, Marina, elle est passionnée de danse, de chant, de photographie, de nature notamment. Et ce qu'elle aime vraiment par-dessus tout, c'est écouter les autres et retranscrire leur histoire. Et d'ailleurs, elle va nous en parler certainement tout à l'heure, mais elle a un projet qui s'appelle Héritage, donc qui est un documentaire que je trouve vraiment super intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus sur la parole des personnes âgées, nos anciens, comme elle aime les appeler. Donc merci d'applaudir Marina qui nous fait l'honneur de cette présence. Voilà, merci à vous. Donc Marina, moi je t'ai connue il n'y a pas longtemps sur Instagram grâce à un compte que vous connaissez peut-être qui s'appelle Chute mon secret, un compte de bonnes adresses et assez inspirant sur Marseille. Et donc Elodie avait repartagé une photo de toi. Et en fait, quand je suis arrivée sur ton compte Instagram, j'ai découvert un contenu à la fois léger, inspirant, créatif, assez émouvant et solaire. Et en fait, je me suis sentie vraiment transportée dans ton univers, ta créativité. Et je dirais même que je me suis sentie assez piquée par ta joie de vivre. Et sans te connaître, j'ai donc eu envie de t'inviter à cette table ronde pour parler d'optimisme avec toi. Donc je t'ai appelée. Et quand on a échangé par téléphone, ce que tu m'as dit a beaucoup résonné en moi. Donc je suis très contente que tu sois là aujourd'hui parce que je pense que tu as une capacité à profiter des choses simples de la vie et que je pense que ça peut toucher beaucoup de personnes. Et tu as aussi une audace qui t'a permis d'oser abandonner une vie très confortable avec ton travail d'orthophoniste pour te lancer dans quelque chose qui te passionne. Et ça, je pense que voilà, il y a des entrepreneurs, des porteurs de projets qui viennent régulièrement à nos tables rondes et je pense que ça peut être vraiment inspirant. Et donc justement, voilà, première question. Donc une petite idée du feed de Marina que j'ai découvert en la rencontrant virtuellement. Et donc la première question que je voulais te poser, c'est quel est ton but justement derrière ce projet avec l'agence que tu as créée et en quoi ce but est-il important pour toi? Eh bien, avant tout, merci à tous d'être là ce soir. Et merci Élise de m'avoir contactée. Je suis très touchée et j'ai l'impression d'être au bon endroit ce soir pour parler un peu de ce que je fais. J'ai 35 ans jusqu'à minuit. Je fais donc partie de ces gens qu'on appelle les Sagittaires. Et il paraît que l'optimisme est un trait de caractère des Sagittaires. Alors je ne sais pas à quel point cette information est fiable, mais j'aime bien l'histoire et effectivement je pense que ça fait partie de mon identité depuis petite fille. Moi j'ai été diplômée d'école d'orthophonie il y a plus de 10 ans et j'ai exercé à Marseille, dans le centre-ville de Marseille, dans un cabinet pendant 10 ans. Je travaillais avec des chanteurs, j'étais spécialisée en voix chantée et en maison de retraite. Je travaillais auprès d'un public de personnes âgées qui avaient des troubles de la mémoire, du langage et de la déglutition, donc un accompagnement dans la communication jusqu'en fin de vie. Et j'ai exercé ce métier corps et âme pendant 10 ans. Et l'année dernière, j'ai décidé de changer de vie après avoir eu un petit garçon. Ça m'a donné un nouvel élan de prendre le risque de vivre pleinement ce que j'avais envie de vivre au fond de moi, c'est-à-dire faire de la communication toujours, mais être moins dans le soin, être dans une communication plus large, travailler avec un public plus large, des entreprises, des marques, et chercher à toujours trouver du sens dans ce que l'on fait, ce que l'on crée, ce que l'on produit et ce que l'on consomme. Et c'est un terrain de jeu infini pour moi d'aller chercher du sens partout dans ce que je fais et ensuite de traduire ce sens-là à travers la créativité. Pour Folket, ça va être du design graphique, de la photographie, de la vidéo et de l'écriture. Voilà. Folket, c'est une agence de communication et de conseil qui est spécialisée en branding et en storytelling. Je pourrais en parler si ça vous intéresse un peu plus en détail. Et Folket, ça veut dire les gens en suédois. Alors, ça ne se voit pas de prime abord, mais j'ai de la famille en Suède. Et ça veut dire donc les gens qui se regroupent et retrouvent autour d'événements comme on est en train de faire ce soir. Donc ce soir, on est des Folkettes, quoi.
ça a du Voilà, sens. ça a du sens. Super. Je me posais la question justement sur le nom. C'est chouette que tu l'abordes. Voilà. On connaît maintenant d'où vient ce nom. Héritage, pour en dire deux mots, c'est un projet qui me tient à cœur, que j'ai écrit il y a déjà plusieurs années. J'ai fait beaucoup de prises en charge à domicile et donc je voyais des patients 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine pendant des années jusqu'en fin de vie. Et parfois, certains patients n'avaient pas envie de faire des exercices classiques d'orthophonie, mémoire à court terme, mémoire de travail, bon, des exercices qu'on peut faire pour entraîner en fait la mémoire à être performante. Ça avait plus de sens d'être dans la vraie vie, quoi. De travailler sur une liste de courses, de travailler sur un article de journal, d'écouter les informations et d'essayer d'aller chercher les informations qui vont nous servir, etc. Et petit à petit, j'ai donné la parole à mes patients sur leur mémoire autobiographique, épisodique. Et il s'est passé des choses incroyables. Et aujourd'hui, je me sens prête à partager ce projet et à le rendre un peu plus officiel, à aller dans des familles que je ne connais pas forcément, où je n'interviens pas comme une professionnelle de santé, mais plutôt comme une personne à l'écoute et de faire un travail de documentation sur les mémoires à préserver. Voilà. Donc, j'en ai parlé il y a que quelques jours là sur Instagram. Il y a eu un super bel accueil et j'espère un jour en faire un documentaire. En tout cas, je me donnerai les moyens d'en parler autour de moi pour que ce projet puisse exister. Voilà, c'est super, on a hâte de voir comment il va évoluer en tout cas. Merci. Merci Marina. Merci Marina. Et moi, je vais vous présenter Martin. Martin, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, il y a un mois à peu près, dans le cadre du travail, puisque en parallèle de son projet, il travaille au Théâtre des Calanques. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la pièce Le Tartuffe de Molière, qui est très chouette et qui sera représentée en janvier, je crois. Et Martin, il a créé le projet Puncho Rougeau avec Mathéo, ici présent. Et ce que j'ai trouvé super chouette dans leur projet, c'est qu'ils partent de l'idée et de l'envie de conserver les traditions, notamment marseillaises, à travers du jeu, à travers des rencontres, à travers des espaces. J'ai compris qu'il y avait quand même une notion de... un peu de... Il n'y a pas d'âge, c'est-à-dire que c'est des jeunes, des personnes plus âgées, voilà, que c'est un peu... il n'y a pas d'étiquette, j'ai l'impression, dans votre projet. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette parce que vos valeurs, elles sont louables. Et ce que je me dis quand je pense à ce que vous avez créé, c'est que si chaque quartier de Marseille avait un Puncho Rougeau, bah, plus personne se sentirait seul. Et donc, bon, après, Puncho Rougeau, ça veut dire pointe rouge en provençal. Peut-être Martin pourra certainement vous l'expliquer. Mais voilà, moi, ce qui m'a plu quand je t'ai rencontré tout de suite, c'est vraiment un côté solaire, le sourire, l'envie. Tu vois, même dans ta posture, il y avait l'ouverture. Et je me suis dit, oui, pour moi, ça me parle d'optimisme et c'est ce genre de personnes et de projets que qu'on a envie de mettre en avant avec Élise parce qu'on pense que ça a du sens, qu'on en a besoin et que ça a un impact très positif pour les personnes qui sont autour de vous. Donc, merci pour ça. Merci à toi. Et franchement, en plus, on a des valeurs qui se retrouvent avec votre attention, s'il vous plaît. Parce que la convivialité et la proximité avec Élise, pour nous, et l'apprentissage aussi, l'envie de partager. Donc, Martin, quel est... je te laisse peut-être côté. Petit applaudissement pour Martin. Ah oui, pardon. Quel est ton but à travers ce projet ? Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Déjà, l'optimisme, quand on le regarde un peu avec du recul, c'est quand même un état d'esprit qui est très compliqué, parce que il y a des valeurs qui sont très fortes, c'est-à-dire de voir le meilleur partout. Je pense que tous autour de cette table, de cette salle, on est d'accord, comme on a envie d'entreprendre et de changer les choses, qu'on n'est pas forcément d'accord avec cette posture-là. Ensuite, on a aussi cette facilité dans l'optimisme à se dire que tout ira bien, que l'avenir, le passé, le futur, on s'en soucie pas trop, ça va aller, alors que je pense qu'on est tous extrêmement soucieux, extrêmement inquiets de la transmission, du présent aussi, de retrouver des valeurs et du savoir-vivre super qui sont simples. Quand on regarde l'information autour de nous, c'est quand même très compliqué de se projeter. Et dernier point, c'est de se dire que sans rien faire, tout va s'arranger. Si on regarde l'optimisme avec cette dernière définition-là, je pense qu'il y a aussi cette volonté d'aller dans le pas en avant, dans le dire, ok, c'est pas quelque chose qui est naturel chez moi, mais je vais aller le rechercher quelque part.
Et la Punchorojo, c'est un peu ça, c'est se nourrir de la richesse des autres pour créer des moments de convivialité, de simplicité. Et c'est ça qui est assez... on se questionne beaucoup avec Mathéo qui est présent ici sur quel est le but de ce moment justement. Et c'est de retrouver des sourires, de retrouver des gens qui discutent entre eux, c'est de retrouver des gens qui vont échanger sur potentiellement un projet, peut-être autour de cette salle. Tout à l'heure, vous allez échanger entre vous et vous rendre compte que vos intérêts peuvent se mêler. Et c'est évidemment aussi de solliciter chez les gens ce sentiment de dire « Ok, j'ai envie de repasser ce moment-là, aller le rechercher encore et encore et encore ». Et pour nous, avec Mathéo, c'est important parce que tout simplement, on vit aussi Punchorojo, c'est-à-dire qu'on a donné vie à, et ce que je disais quand on s'est eu au téléphone, on a donné vie à notre réalité à nous, à nos échanges avec nos copains. Tu parlais d'héritage, ça nous fait écho parce que c'est vraiment remettre les héritages d'actualité avec Mathéo qui a une culture corse où ces moments de convivialité sont encore très présents sur cette île. Et à Marseille, où quand même on a un héritage dans tous les quartiers de Marseille, c'est quand même une centaine de quartiers où il y a quand même ce patrimoine qui est là. Les grands-parents, quand on discute avec eux, tu parlais d'intergénérationnalité, où les gens se mélangent, où on se nourrit de ça. On va dire, mais attends, il se passait ça, mais pourquoi on le remettrait pas au bout du jour? C'est simple, c'est quoi? C'est un jeu de cartes, 3 boules, un ballon de foot, bah vas-y, on le fait. Et puis on entraîne des gens dans cette énergie-là. Et voilà, c'est avant tout des rencontres, pour commencer avec un film assez connu. Alors c'est des gens qui nous tendent la main, évidemment, mais c'est aussi des rencontres tout le temps. Avec vous, avec Eric, où on se connaît un petit peu, maintenant avec Marina, où on se rencontre, potentiellement il y a des choses à créer ensemble. Et voilà, je pense que la Punchorojo, c'est ça, c'est cette volonté de profiter ensemble et de se laisser surprendre par ce qu'on peut créer ensemble. Et honnêtement, vous serez surpris, et je pense que peut-être que vous le savez déjà, mais de la force d'un collectif et de la force de l'écoute aussi, d'écouter les autres. Et donc voilà, c'est un peu, je pense qu'on a fait, sur cette première question en tout cas, on est assez descriptif. Donc voilà, c'est ça la Punchorojo. On a 26 ans avec Mathéo, c'est pas 100% de notre activité. On a chacun notre travail à côté, ça prend de plus en plus d'espace et on en est très fiers. On est dans ce questionnement aussi de savoir comment ça va évoluer parce que voilà, on est animé par ça. Et donc voilà, je pense que c'est un bon début déjà. Super, merci beaucoup. Voilà. Et bravo. Merci Martin. On a un petit aperçu en effet des événements que vous organisez là via votre feed Instagram. Beaucoup de tournois de contrées, je crois. Ouais, un petit peu. C'est un peu notre événement phare. C'est un peu l'événement phare, ouais. C'est chouette. Super intéressant ton témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Eric. Alors, je vois que t'as froid, Eric, je suis vraiment... Eric qui est au max. En tout cas, voilà, tu vas pouvoir t'exprimer, ça va peut-être aussi te réchauffer un petit peu. Donc, je pense qu'on a tous entendu ici parler de Clean My Calanque, l'association qu'Eric a fondée avec des amis en 2017. Avec ses amis et collègues, maintenant, Eric nettoie le parc national des Calanques, notamment, en ramassant les déchets. Mais ce que je trouve encore plus chouette, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas là. Ils ont vraiment envie d'agir à la source du problème et ils organisent notamment des ateliers de sensibilisation dans les écoles et en entreprise. Et ils agissent aussi sur le traitement des déchets. Donc déjà, les ateliers de sensibilisation pour éviter que le problème se répète à l'infini. Et puis, le traitement des déchets pour éviter en fait que ce que vous ramassez ne termine dans une poubelle ou pire, dans la mer après une journée de Mistral, comme tu l'as mentionné dans une interview. Et donc pour ça, vous travaillez avec des associations, comme notamment Recyclope, qui transforme les mégots en électricité, ou Sauvage Méditerranée, qui recycle les bouchons de bouteilles en plastique en bijoux. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant de vous représenter vraiment l'action complète de Clean My Calanque, parce que ça ne s'arrête pas juste à ramasser les déchets. Je trouve ça vraiment chouette, vous allez vraiment au fond du problème. Merci Eric d'être là. Je sais que c'est très débordé en ce moment. Donc merci beaucoup de prendre le temps de venir échanger avec nous. Moi, je t'avoue que je me suis demandé quelle personne se cachait derrière une initiative aussi altruiste dans notre société où l'individualisme est la norme. Et quand j'ai échangé avec toi, que j'ai appris que tu avais 29 ans, ce qui, d'après mes calculs, signifie que tu avais 23 ans quand tu as créé le projet, puisqu'il a été créé en 2017. J'ai été assez frappée.
Non seulement tu as lancé ce magnifique projet à seulement 23 ans, mais en plus ce projet il perdure. 6 ans plus tard, Clean My Calanque est toujours là, avec une grosse communauté sur Instagram, beaucoup de gens qui vous connaissent, qui vous suivent, qui vous soutiennent, 70 tonnes de déchets ramassés et un salarié à temps plein, toi, depuis peu de temps. Bravo. Donc bravo pour tout ça, franchement, c'est incroyable. Je sais que ça n'a pas toujours été simple, hein. Tu m'as parlé de certaines difficultés, d'une période d'éco-anxiété notamment. Et tu m'as aussi parlé de ton amour pour la nature et pour les animaux. Je crois que ça te porte beaucoup dans ce projet et ça t'a permis de traverser justement ces difficultés, mais tu pourras nous en dire un peu plus. Et tu m'as aussi partagé ta vision assez fataliste par rapport aux humains, mais qui finalement, et là tu vas pouvoir nous développer un petit peu ça, mais te permet de te raccrocher à un certain optimisme, d'après ce que tu m'as dit. Donc, est-ce que tu peux justement, toi aussi, nous expliquer un petit peu quel est le but derrière Clean My Calanque et en quoi c'est si important pour toi? Du coup, déjà, merci beaucoup. Donc, derrière Clean My Calanque se cache un homme malade, hein, tout simplement. Juste la grosse crève, je suis en fin de maladie, désolé. J'ai un peu la voix qui est un peu cassée. En fait, l'optimisme, elle va dépendre surtout, je pense, où on va trouver l'optimisme, ça va dépendre des gens, de leur histoire, de leur affinité, des gens qu'ils ont autour de soi et tout. Clean My Calanque, déjà, ça dure parce que je suis entouré de mes potes. Alors, c'est un équilibre difficile à trouver parce que travailler avec ses potes, c'est trop bien, mais ça peut très vite partir en dispute, ça peut très vite partir en engueulade, en ci, ça. Il faut trouver l'équilibre. Et moi, c'est l'optimisme, je le trouve aussi dans des... En fait, ça va être très bizarre parce que pour continuer Clean My Calanque, j'ai été obligé d'être réaliste, donc d'aller dans le fatalisme de ce que l'être humain propose, c'est-à-dire pratiquement toujours de la merde avec la nature et de ce qu'on a autour de soi. Mais grâce à ça, je continue mon optimisme parce que sinon j'aurais lâché il y a quelques années quand j'ai fait l'éco-anxiété. Et en fait, quand tu prends du recul, tu vois l'état actuel des choses et la vitesse à laquelle on avance, c'est-à-dire très lentement, hein, tu pourrais baisser les bras. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, je dis bon, je vais être plus réaliste, je vais avoir un discours qui est optimiste, mais qui est bizarre parce qu'au début, je vais parler des mauvais côtés, mais je vais dire où je trouve mon optimisme. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec l'optimisme, c'est que chacun le trouve voilà, dans un endroit différent. Moi, ce qui m'aide beaucoup à rester optimiste, c'est par exemple les sensi que je fais dans les écoles, quand je vois les enfants ce qu'ils proposent, parce que du coup, ça, c'est ce qui m'anime de plus en plus, parce que les adultes, c'est compliqué de les sensibiliser, il faut y aller, il faut trouver des chemins de traverse, il faut aller ci, ça et tout. Alors que les enfants, c'est encore tellement modulable, c'est tellement sincère et naïf, et moi, je suis très naïf aussi, et en fait, je me reconnais énormément là-dedans, et les enfants m'aident à être optimiste, parce que sinon, des fois, quand tu entends juste les adultes, ça va être oui, mais et ça, et ça. Et en fait, des fois, tu as envie de te taper la tête contre les murs, alors qu'avec les gosses, quand tu finis sensi, tu dis, en fait, il y a de l'espoir parce qu'ils sont chauds de ouf. Ils connaissent plein de trucs, ils ont envie d'avancer. Moi, le premier truc que je dis quand j'arrive en sensi, j'en étais encore dans une sensi cet après-midi, je dis, bon, je suis pas du tout là pour faire la leçon parce que les adultes, on a fait que de la merde. Donc, si tu arrives sur tes grands chevaux en disant, oui, je vais vous apprendre la vie, ils vont dire, mais frérot, regarde par la fenêtre, vous avez rien fait du tout. Les adultes, vous avez fait de la merde constamment. Parce qu'en fait, il faut surtout pas sous-estimer les enfants. Dès la maternelle, ils savent déjà plein de choses et ils savent. Enfin, c'est débile cette phrase, mais moi, j'ai pas d'enfant, donc je me rends compte que maintenant que les enfants, enfin, c'est vraiment, faut pas les prendre pour des idiots, faut pas les sous-estimer. Mais vraiment, si tu arrives sur tes grands chevaux en disant on va sauver la planète, non, on s'excuse pour l'état de la planète qu'on vous laisse. C'est la première chose que je leur dis. Et on va faire en sorte de réparer nos erreurs et vous sensibiliser pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs que nous. Et là, du coup, ça crée déjà une autre distance que le grand chevalier qui arrive, alors que, enfin, c'est pas vrai, quoi. Et du coup, ça crée un rapprochement. Et en fait, il faut adapter ton discours. Et donc, en fait, peut-être que je les rends optimistes parce qu'ils disent il y a des gens qui font. Mais en fait, en fin de compte, c'est eux aussi qui me rendent optimiste parce qu'à la fin, vraiment, je me dis, mais ça vaut le coup, quoi. Parce que sinon, les ramassages, pour ceux qui savent, on ramasse à un endroit, on revient au même endroit 3 mois plus tard, et 3 mois, et 3 mois, et 3 mois. Et encore, selon les périodes, on peut revenir un mois plus tard, et voire même moins. Donc, l'écologie, trouver de l'optimisme dans l'écologie, c'est chaud, quoi. Surtout après, tu as les commentaires haineux, tu as la vie personnelle, etc. Tu as la crève. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est intéressant parce qu'optimisme, c'est différent, je pense, pour chacun de nous, selon notre histoire, notre passé, notre entourage. Mais très content de travailler avec mes amis, en tout cas. Et pour l'instant, ça marche très bien. On s'engueule, évidemment. Hein. Il faut trouver l'équilibre. Est-ce que tu peux nous éclairer sur, peut-être parce que ça s'appelle le sensi, est-ce que c'est une sensi? Ah, une sensi, pardon, c'est sensibilisation dans les écoles. En fait, à côté de ça, moi, je vais dans les écoles. Alors, pendant 5-6 ans, c'est moi qui les faisais. Là, je suis en train encore de former les bénévoles, mais c'est tout simplement parce que mes potes, ils détestent ça. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec les gosses. Donc, il y en a, écoute, moi, j'adore. Et du coup, j'y suis allé, ça fait 5 ans. Mais comme là, on a énormément de demandes,
je suis en train de former plein de bénévoles pour qu'ils aillent aussi dans d'autres écoles, dans d'autres maternelles, d'autres lycées et tout. Et c'est très satisfaisant, c'est trop cool. Et c'est bête, mais juste on plante des graines, quoi. Mais vraiment, il faut faire attention à son ton, faut adapter son discours, faut pas y prendre de haut, faut limite des fois raccourcir ta sensible, tu vois que tu les perds un peu, hop, tu vas à l'essentiel. Je dis souvent, c'est mieux de garder toute la classe et de faire 3% de ton PowerPoint que y aller jusqu'à fond et tu as perdu tout le monde. Il faut adapter, on s'en fout, quoi. Des fois, il y a des classes CM2, elles me surprennent tellement elles sont matures, tellement tu es là, tu leur dis, mes frères, apprends-moi des trucs, quoi. Parce qu'ils t'apprennent des choses. Hein. Et des fois, tu as des classes de lycée, ils sont à la ramasse, ça va dépendre, hein. C'est vraiment, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Et juste pour revenir à la création du projet, il me semble que toi, ça t'est venu cette envie d'agir parce que tu faisais beaucoup de sport dans les calanques, c'est ça? Ouais, ouais. Et en fait, tu voyais de plus en plus de déchets et ça te rendait malade. Mais je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous. Beaucoup de personnes qui aiment faire de la randonnée, quand on aime la nature, quand on aime le sport, on voit des déchets, voilà, c'est rageant, on les ramasse sur le coup, etc. Qu'est-ce qui, toi, a fait vraiment qu'est-ce qui a déclenché vraiment ce truc de se dire non, moi je vais faire plus que juste en fait ramasser ce qu'il y a sur mon chemin et râler? Qu'est-ce qui sur le coup t'a donné vraiment le... J'allais encore plus souvent dans les calanques, tous les Marseillais on va dans les calanques, mais il y a 7-8 ans j'allais encore plus parce que ça se voit pas comme ça, mais j'étais chasseur alpin donc j'étais habitué au froid, parce que là on dirait que je vais mourir. Et du coup j'étais à l'armée, donc j'étais militaire pendant 3 ans, et du coup j'allais encore plus souvent dans les calanques pour m'entraîner, parce qu'en gros chasseur alpin il faut s'entraîner en pente, tout est en pente, boire en pente, dormir en pente, courir en pente, je sais pas, faire tout en pente. Et du coup en fait, je me rappelle les premières réflexions qu'on a quand on voit des chiens, on se dit ah purée, les gens sont dégueulasses, ils viennent, ils jettent et tout. Et en fait, en allant dans des footings très reculés, dans des endroits où il n'y a pratiquement pas de touristes, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas spécialement la personne qui l'a jeté, mais ça va être la poubelle qui a débordé à l'autre bout de la ville, qui avec le vent, avec la pluie et la mer qui l'a recraché à l'autre bout. Et en fait, c'est là où je me suis dit ah merde, en fait, le problème c'est pas la personne, enfin c'est pas spécialement le randonneur qui est venu jeter. Et c'est là où, du coup, je me suis dit, ok, faire quelque chose. Et d'où l'idée de ces randonnées. Alors, j'ai proposé un footing au début à mes potes, mais ils m'ont dit d'aller bien se faire voir. Donc, j'ai dit, on va marcher, vous inquiétez pas. Et là, ils m'ont dit, ça va. Ça a marché. Ok. Super. Super, merci beaucoup, merci à tous. Excusez-moi, Oui. juste une anecdote. Vous étiez passé au stade Vélodrome, oui, je me rappelle. Et même, il y avait un petit jeune qui s'était volé le portable. Oui. Grâce à vous. Ouais. Une cagnotte qui était. Trop bien. Et ça, je me rappelle. Ouais, elle a tourné dans toute la planète cette vidéo. C'est vrai. C'était un truc de fou, une cagnotte quand elle a lancé. J'aurais bien aimé lancer une cagnotte pour mon découvert là, mais ça va le faire. Mais du coup, on va peut-être faire une autre cagnotte d'ailleurs. Alors c'est con, mais c'était fou parce que c'était trop bien que cette vidéo ait fait le tour du monde. En gros, pour restituer, du coup, à la base, on faisait des ramassages devant le stade avec les supporters et on a commencé à lancer des chants et tout parce qu'ils nous ambiancent trop, donc on est trop avec eux, on chante et tout. Et d'un coup, il y a un petit qui me dit, je me suis fait au Blantel, donc j'ai lancé, allez, on fait une cagnotte. Donc il a récolté 500 balles en 3 minutes, tout le monde a donné des billets et tout. Et la vidéo a fait le tour du monde aux États-Unis, au Moyen-Orient, ci, en ça. Mais dommage, ils n'ont pas du tout parlé de Kilmacalang, ils ont juste dit, oh, supporter. Ils m'ont dit que j'étais capot de supporter de foot, pas du tout. Frère, ouais, bon. Voilà, du coup, c'était trop cool cette vidéo, mais il y a les médias, on sent les médias qui vont pas plus loin, quoi. Il y a Hugo Décrypte qui est très très bon, qui va loin, lui, il a fait un vrai truc. Il me semble que vous avez fait des animations gagnées. Ouais. Qui étaient, à ce moment-là. Un ramassage en gagné, Ouais. on fait plein de trucs avec les Vous avez supporters. des petits jeux pour faire gagner des. Ouais. Il y a un stand, on était encore là pour mettre le tri. En fait, l'OM, c'est un levier de communication incroyable à Marseille. Donc quand tu touches les supporters, regarde, on y était ce week-end, tu nous as vus, tu m'as dit, les supporters, ils sont trop chauds, tu parles leur langage, ça va direct. Mais bon, après, le problème, c'est que leur chant, tu te fais lancer dedans, les vidéos, ils viennent et tu chantes des trucs et ça passe pas à la télé parce que c'est la moitié de leur chance, des trucs homophobes là. Du coup, à chaque fois, ils sont obligés de tout zapper parce que t'es dans le show et d'un coup, Paris, et du coup, ça passe pas à la télé parce que ça passe plus ça. Mais sinon, c'est très cool. Et je vais peut-être faire une autre cagnotte parce que mon frère, il est berger. Et sa chienne, elle est gravement blessée. Donc, on va voir pour une autre cagnotte. Là, en parlant de cagnotte. Et nous, on la partagera avec plaisir. Merci. Merci. On va passer maintenant aux questions. Donc, Élise et moi, on va vous poser quelques questions. N'hésitez pas à, voilà, spontanément, si vous avez envie de rebondir sur ce que quelqu'un a dit, si ça vous évoque quelque chose, si vous pensez que ça peut être chouette d'intervenir. Voilà, sentez-vous à l'aise vraiment de partager. C'est un échange entre nous tous. La première question que j'ai envie de vous demander, alors on l'a posée tout à l'heure, c'est quelles sont les qualités et les ressources qui vous ont permis ou qui vous permettent aujourd'hui dans votre quotidien de mener à bien votre projet? Sur quoi vous
appuyer. Peut-être Marina, si tu veux bien partager ça avec nous. Je dirais un peu de courage, un peu d'audace et répéter. Moi, je suis vraiment de l'école, il faut faire des petites actions tous les jours et c'est comme ça qu'on va arriver à atteindre un objectif. Ça sert à rien de se fixer des objectifs extraordinaires, se mettre la pression, se comparer aux autres sur les réseaux sociaux, etc. Il vaut mieux être bien dans ses baskets et tous les jours faire un petit peu. Parfois, si vous voulez devenir un yogiste confirmé, que vous faites, je sais pas, 5 minutes de yoga tous les jours, et ben dans 90 jours, vous serez plus souple et vous aurez une meilleure mobilité fonctionnelle. Donc, faire tous les jours quelque chose dans un objectif bien précis, ça fonctionne bien. Donc, je pense qu'avoir cette rigueur d'avoir un peu de discipline et de régularité, c'est une bonne qualité quand on veut se lancer dans un projet. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai quitté mon métier, puisque j'avais un métier formidable, hein. Je gagnais bien ma vie, j'avais des patients super. Je suis sortie de ce confort intellectuel, matériel, et je me suis mis un peu plus en danger. Parce que j'avais envie justement d'expérimenter quelque chose de différent et je partais un peu de zéro parce que moi aujourd'hui je fais de la communication mais je viens pas de la communication, j'ai jamais fait de marketing et pour autant j'apprends tous les jours ce nouveau métier, je regarde des vidéos, je lis des choses, je rencontre beaucoup de gens, j'apprends tous les jours et finalement aujourd'hui j'arrive à avoir cette crédibilité que je travaille, voilà. Et c'est bien. Donc, Tu es curieuse. Je suis curieuse, ouais. Et justement, concrètement, ces fameuses petites actions, quand toi, par exemple, pour lancer ce projet héritage ou la vidéo du nageur, j'ai oublié son nom, mais m'échappe. Clément Secchi. Voilà, qui est un beau projet aussi. Comment, justement, concrètement, les premiers petits pas, c'est quoi dans ce type de projet dans le lancement de ton agence, ça va être quoi concrètement? Je pense que j'ai toujours eu envie de mettre les autres en avant dans leurs histoires, à travers la photo, la vidéo, l'écriture d'articles. J'aime mettre les autres en avant. J'aime écouter les autres et j'aime mettre les autres en avant. Et par exemple, j'ai toujours rêvé de faire de la vidéo. Sauf que moi, j'ai l'idée de la vidéo. J'ai le concept, j'écris l'idée, mais je ne sais pas faire moi de la vidéo. Donc j'aurais très bien pu me dire, bon, tu vas apprendre à faire de la vidéo et puis ça m'aurait pris la nuit des temps pour réussir à devenir vidéaste. Donc ce que je fais, c'est plutôt utiliser ma force, écrire un projet, avoir l'idée d'eux et derrière m'entourer de personnes qui vont m'aider à réaliser ce projet. Un vidéaste, un réalisateur. Et donc je crois que ce qu'il y a de plus important, c'est d'aller chercher, il me semble, ce pourquoi on est fait et de s'entourer aussi des bonnes personnes qui vont nous permettre d'aller plus loin. Là aujourd'hui je vous parle d'héritage, voilà, moi je rêve de faire un documentaire sur les personnes âgées, je vais le communiquer autour de moi et un jour quelqu'un me dira mais moi je peux t'aider à faire ce documentaire, voilà. Qu'est-ce que tu vas me proposer, voilà. Donc quelles sont les qualités, les ressources? Moi c'est la répétition, la passion et la communication en fait. Il faut dire ce qu'on a envie de faire. D'ailleurs, c'est hyper important de verbaliser ce qu'on a envie de faire dans la vie. Je veux faire ça. Il faut se le dire à soi-même et puis il faut le dire autour de soi. Il faut parler parce qu'en fait, il se passe toujours des choses quand on commence à accepter aussi où on veut aller. Complètement. Voilà. On attire après à soi. Ouais. Merci beaucoup. D'autres ressources. Ok. Est-ce que Martin, c'est assez complet ce que tu viens de dire et on se reconnaît beaucoup dans tout ça. Nous, avec Mato, parce qu'on est assez complémentaires, mais pour parler de moi, je vis en fait ce qu'on a créé et on le vit ensemble au quotidien. Il n'y a pas un jour où on ne s'envoie pas un message sur une idée, on n'a pas un jour où on n'a pas quelque chose qui fuse, ou même si l'idée on l'oublie au bout de 5 minutes, on va quand même la dire pour essayer de la peaufiner ensemble. Je pense que la première ressource, c'est d'y croire, vraiment. C'est d'être convaincu que ça peut marcher. Et quand on part de ce constat-là, où on est convaincu, nous, que ça peut marcher, déjà, on va rencontrer que les gens, bizarrement, on va rencontrer que les gens qui vont nous apporter quelque chose.
Et ça, c'est assez extraordinaire. On est toujours surpris de ça. Pour vous donner une anecdote, hier, on était en train d'organiser un événement. D'ailleurs, vous êtes tous invités. On fait un café musique vendredi soir où on fait venir un magnifique pianiste qui joue à la groupie, Mathéo Suas, qui est un ancien de la marine marchande que Mathéo connaît très bien. Ça va être encore un moment extraordinaire. Et en voulant toujours chercher cette petite expérience qui rend nos événements assez singuliers, la table d'à côté, il y a un monsieur qui nous dit ben moi je suis magicien. Donc en fait c'est simplement de dire, la première ressource c'est de discuter, de prendre la conscience qu'il y a des gens autour de nous, d'ouvrir un peu nos oreilles, d'ouvrir un peu notre, comme tu l'as dit, le plexus ou les chakras, ou moi j'aime bien ces énergies-là. Et il y a des gens qui viennent, ben moi je suis magicien, ah ben moi je suis le boucher d'à côté, ben je vais vous faire la planche de charcuterie pour vos 60, 100, 150 personnes. Donc c'est génial, c'est les rencontres. La première ressource de notre collectif, c'est les rencontres, c'est l'héritage, c'est les histoires que nous racontent nos parents, nos grands-parents, c'est d'y croire beaucoup. Après, on va pas se mentir, tu l'as dit, hein, c'est beaucoup de courage de faire le pas en avant parce que c'est un énorme risque. Pour rebondir sur ce que a dit Eric, pardon, c'est une idée qu'on a montée avec mon meilleur ami qui est comme mon frère, qu'on est depuis 25 ans. Sa chérie, c'est comme ma sœur, donc on est H24 ensemble. C'est à la fois la chose la plus merveilleuse qui puisse exister parce qu'on se connaît par cœur, mais c'est un énorme risque parce que, comme on se le disait, on signe autant notre contrat de mariage que notre contrat de divorce en faisant cette idée-là. Mais c'est d'être courageux, de se dire que ça peut marcher, que ça va marcher, de se convaincre de ça. L'entourage, nous, c'est vraiment la punch rouge, c'est la famille, les amis qui au début se disaient, les gars, vous êtes, qu'est-ce que vous allez foutre à faire un toit de contrée avec des gens, quoi. Parce qu'il y a des gens qui vont venir jouer aux cartes dans un bar un dimanche après-midi. Ah ben ouais, il y a des gens et en plus il y a des gens qui le redemandent. Et maintenant, c'est nos premiers supporters. Donc c'est la plus belle des réussites. C'est y croire, être convaincu que ça peut marcher et les rencontres. Moi, je suis convaincu que la vie est faite de rencontres et que tout seul, on peut faire beaucoup de choses extraordinaires, aucun problème. Mais à deux, à trois, c'est grandiose ce qu'on peut faire. C'est peut-être un peu naïf, hein, on se l'accorde, mais nous, on y croit en tout cas. Trop bien. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Trop fort. Non, mais c'est trop chouette et je trouve que ça a vachement de sens. Ce que j'entends aussi dans chacun, si je peux me permettre, c'est la cohérence. Vous êtes super cohérent entre ce que vous dites, ce que vous émanez et votre projet. C'est aligné en fait. Et ça se ressent et moi, ça me touche beaucoup. Parce que je vois pas toujours ça. Voilà, Okay. parfois. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que justement les gens viennent à ces fameux tournois de contrée le dimanche après-midi. Au-delà du tournoi de contrée en soi, c'est pour vous, c'est parce que vous le faites, c'est pour la raison, l'alignement qu'il y a derrière, le sens, la passion que vous y mettez, l'enthousiasme, la convivialité. C'est beaucoup plus qu'un tournoi de contrée finalement. Oui, bien sûr, c'est des moments c'est ça. C'est des retours comme un papy de 80 ans, le grand-père de notre meilleur ami qui dit ça fait 70 ans que je fais des tournois de contrée et honnêtement, je me suis régalé en venant avec vous parce que c'est beaucoup plus. On discute avec les jeunes, il y a un côté éducatif, je trouve, aussi à ce qu'on fait, parce qu'on apprend aussi on n'a pas cette prétention-là encore, mais de se dire que prenons le temps d'un moment ensemble, et regardons ce que ça peut générer, inspirons-nous de la personne de 80 ans, qui va nous dire, voilà, moi j'ai vu un peu l'évolution, je me rends compte que la société, c'est quand même il y a eu des grosses évolutions, les téléphones, les smartphones, on est connectés en étant totalement déconnectés les uns des autres. Et ouais, c'est avant tout des rendez-vous, je trouve. C'est un tournoi, c'est un ballon, c'est une contrée, c'est une pétanque, mais les gens, ils le notent dans leur agenda et ils se disent, même si je ne joue pas la contrée, je vais venir. Trop bien. Génial. Voilà. Super, on adore. Alors, Quelles sont les qualité. ressources? Déjà, il faut être. Enfin, moi, j'ai beaucoup de chance, je suis hyper actif. Ça aide beaucoup. Parce que ça demande une énergie. Mais c'est tellement énergivore, rien que les sensifs, enfin tout. Surtout au début, quand on avait beaucoup moins d'aide que maintenant avec certaines entreprises tout qui nous aident. La qualité, la première, c'est voilà, des fois, tu es mort, quoi. Et heureusement que j'ai cette hyperactivité-là. La naïveté, des fois, des fois, c'est des défauts, des fois, c'est une qualité, mais moi, j'étais toujours très naïf là-dessus. Donc, ça m'a aidé, comme des fois, ça m'a pas du tout aidé. Ce qui aide aussi, c'est toujours vouloir être original, parce qu'en fait, l'écologie, bon, c'est un truc, c'est redondant, enfin, j'ai jamais été fan. Alors moi, je suis, entre guillemets, un écolo-vegan, mais je déteste la façon dont la plupart des écolo-véganes parlent, parce que je me reconnais pas, et
en fait, ça ne s'adresse pas aux citoyens, ça s'adresse qu'à 1% de la population. Et en fait, je préfère qu'il y ait tout le monde qui fasse un peu, qui réduise un peu tous, ça aura plus d'impact. Et du coup, de ce principe-là, c'est pour ça que je cherche toujours des nouvelles idées pour faire parler d'écologie ou quoi. C'est pour ça qu'on fait des clips de rap autant que des trucs avec des youtubeurs, que des trucs avec des rappeurs et des ramassages à thème et déguisés. Et en fait, c'est continuellement, en fait, je me mets à la place de quelqu'un lambda. Et en fait, ça m'aide parce que de base, je suis pas écolo. J'étais à l'armée, il n'y a rien de plus polluant que l'armée. Enfin voilà quoi. Et aucun de mes potes n'a fait d'études en écologie, on était écolo, on est juste des Marseillais. Et en fait, ça m'aide beaucoup parce que chaque fois, je me dis qu'est-ce que j'aimerais moi voir qui me donnera envie de participer un peu, me dire ok ça vaut le coup parce que c'est vrai que quand tu les écoutes la plupart, tu te fais gueuler dessus, on fait rien, c'est pas bien. Et en plus des fois entre écolos, dès qu'il y en a un qui veut tenter un truc, l'autre il fait ah mais tu fais ça avec un téléphone, tu fais ça, t'as une moto ici, c'est insupportable. Et il faut et du coup pour en venir à la dernière qualité vraiment, hein, c'est la patience. Parce que la patience pour pas mettre des gifles à tout le monde, parce que c'est en fait, vous vous rendez pas compte de ce que c'est de parler à des humains, frère, c'est un truc de fou. Les adultes, vraiment, heureusement qu'il y a ces enfants et ces sensi, parce que les adultes, des fois, ils sont là. En plus, sur les réseaux, vu qu'il n'y a plus ce face-à-face, ils se permettent des choses. On reçoit des commentaires, et en plus, ils s'énervent quand moi je leur réponds, je les insulte. Ils disent, mais tu peux pas faire ça, vous êtes une asso. Je suis, mais gros, mais regarde ton commentaire, comment tu viens, tu nous insultes, tu nous menaces. Si, tu ça. Et en fait, c'est le jeu de Twitter, des réseaux, que, vous savez, les gens sont beaucoup plus violents que s'ils venaient en face à face, ils t'exprimaient différemment. Ils se permettent des choses et il faut être bien solide parce qu'au début, j'étais naïf et on se prenait des remarques. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens nous appelaient, parce qu'on avait fait l'erreur laissée au numéro pour nous insulter, décider ça, pour plein de choses. Ils sont jamais contents. Et du coup, quand je les insulte, je leur dis, mais nique ta race, je t'emmerde. Ils sont là, bah, tu peux pas dire ça, t'es une asso, je portais plainte. Je me dis, mais regarde ton premier message, tu me traites de con, de ci, enfin pour tout. Hein. Et du coup, il faut être très patient. Et c'est pour ça qu'il faut, pour pas sombrer dans l'éco-anxiété et baisser les bras, il faut un peu quand même sortir la tête. Et c'est bien d'avoir des potes qui sont pas du tout là-dedans, c'est bien d'avoir des activités qui sont pas là-dedans. Moi, j'ai commencé il y a peu le MMA, donc c'est sport de combat, ça fait beaucoup de bien de taper sur les gens. Alors, vraiment, ça fait 3 ans, je fais que ça. L'extrême. Ouais, Mais c'est parce ça, que- le MMA, c'est chaud. En fait, il faut, l'écologie, vraiment, c'est extrême parce que, regardez, vous allez comprendre, ça va être très simple. On est dans une situation, c'est un peu urgent quand même. Mais en même temps, si tu le dis de façon urgente et en gueulant sur les gens, ça marche pas. Du coup, moi en plus, comme j'aime bien être toujours pédagogue et sourire avec humour et originalité, en fait, tu dis des choses en disant non, ça va aller, allez, on a le temps, il faut le faire, alors que c'est pas vrai. Et du coup, c'est très frustrant quand toi, tu connais la réalité, tu sais à quel point c'est chaud, mais tu peux pas parce que les gens t'écoutent pas quand tu cries. T'écoutent pas quand t'es pessimiste et tout. Du coup, c'est vraiment, on a cette frustration. Tous mes potes sont passés par l'éco-anxiété, tous mes potes de l'asso ont eu ces moments de mou. Et en fait, ce qui nous fait du bien, des fois, c'est un peu décrocher, prendre la distance, faire des activités, voir d'autres potes qui sont pas du tout là-dedans, parce que des fois, on était là à minuit. Alors voilà, s'il y a un truc à travailler avec ses potes qui est bien, c'est que toutes les réunions finissent en soirée. Et ce qui est pas bien, c'est que toutes les soirées finissent en réunion. Il n'y a rien de pire qu'à 1h du mat, avec des gens bourrés, de finir en réunion sur le climat-calanque ou sur les trucs. Il faut lâcher un peu. Oh, t'as dû créer des choses bourrées quand même. Hein. Je bois pas d'alcool, mais mes potes, oui. Et Le vraiment. ramassage Harry Potter, à mon avis. Ouais, non, mais ça, je suis juste trop fan. Mais vraiment, c'est important. Donc, la patience, très important. L'hyperactivité pour faire beaucoup de trucs. Et un peu de naïveté. Mais vraiment, la patience, parce que c'est chaud, l'écologie. On se prend vraiment beaucoup de remarques, beaucoup de leçons. Ouais. Voilà. Super, bah merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter par rapport à ce que chacun a dit, est-ce que vous voulez intervenir sur quelque chose ou est-ce qu'on passe à la prochaine question? Allez, prochaine question à laquelle vous avez en partie répondu, notamment Eric, je pense, avec les sensi, les enfants, mais peut-être au-delà de vos projets professionnels, est-ce que, enfin voilà, où est-ce que vous puisez justement votre optimisme et en quoi est-ce que c'est vraiment une ressource pour alimenter votre créativité, en quoi cet optimisme est nécessaire en fait pour vous pour continuer de développer vos projets, pour continuer de rester motivé et créatif. Alors oui, je disais au-delà, de manière générale dans la vie, où est-ce que vous puisez votre optimisme et puis par rapport du coup à votre projet, en quoi est-ce que c'est une ressource? Moi, je rejoins ce que disait Eric sur les enfants. Hein. C'est heureusement qu'il y a des enfants dans le monde. Quoi. Toi, tu as ton petit. Oui, et j'ai mon petit Camille. Mais il faut en prendre soin de nos enfants parce que c'est les adultes de demain. Et j'ai l'impression que faire le choix de devenir parent, c'est un choix qui est profondément optimiste parce que le monde ne va pas très bien.
effectivement, dans l'avenir, je ne sais pas comment il ira, mais j'ai l'impression que chaque parent, on essaye en tout cas de donner le maximum à nos enfants pour qu'ils puissent s'adapter dans ce monde, même s'il va mal, de se sentir quand même heureux malgré tout, et de trouver la ressource en tout cas de vivre et de vivre du mieux possible. Et devenir parent, c'est aussi de nouveau s'asseoir par terre, faire des Legos, faire des comptines, chanter des comptines, faire des grimaces, et c'est revenir à des choses aussi très simples, très banales du quotidien en fait, d'être à fond dans l'instant présent et de s'oublier aussi un peu, d'oublier ses problèmes, d'oublier la planète, les guerres partout dans le monde sur lesquelles on ne peut pas agir, en tout cas dans sa vie, on n'a pas moyen d'agir sur ça. Et par contre, on a moyen de faire en sorte que son enfant se sente bien et qu'il puisse après diffuser aussi lui plus tard dans son entourage une certaine forme de positivité, même si l'optimisme à toutes les sauces, c'est fatigant aussi. Hein. Ouais, c'est le jeu de la vie, hein, d'avoir des hauts, des bas. Il faut juste accepter ça et faire en sorte que les bas ne soient pas trop bas et les hauts pas trop hauts non plus. Enfin, trouver une sorte d'équilibre pour vivre bien, quoi. Donc je trouve que voilà, les enfants, moi le fait d'être devenue maman là, il y a 2 ans, ça m'a donné beaucoup d'énergie aussi dans mon projet, parce qu'après tout on n'a rien à perdre quand on se lance. On pourra toujours avoir un job, un boulot voilà, l'essentiel c'est de répondre à ses besoins, de remplir son frigo, moi, quand j'ai quitté l'orthophonie, je me suis dit, après tout, si ça ne fonctionne pas et si je me plante, je reviendrai à l'orthophonie. Et puis, si ce n'est pas l'orthophonie, je pourrais travailler dans le bar qui est en bas de chez moi et faire du service et continuer de rencontrer des gens. Donc, voilà, c'est cette idée d'être toujours ouverte au changement et à l'adaptation, c'est aussi une façon de rebondir. C'est intéressant parce que du coup, j'ai l'impression que ton optimisme, en fait, ça t'aide à... Moi, j'imaginais comment développer le projet, mais là, c'est comment oser, en fait. C'est cet optimisme et cette sérénité par rapport à la vie, à ce que la vie te réserve, en fait. Ouais. Ça t'a permis, j'ai l'impression, de sauter le pas, de prendre le risque, et en fait, d'être à l'aise, ouais. D'être un peu peut-être aussi détaché du résultat. Peut-être un peu, et en fait, d'avoir traîné beaucoup avec les vieux. Je me suis rendu compte que la vie, elle passait vite, et souvent, d'ailleurs, ils le disent, ça. Faites ce qui vous plaît, Marina, faites ce qui vous plaît, surtout, et puis profitez de votre petit garçon, vous allez voir, ça va passer vite, il va vite grandir, faites ce qui vous plaît. Et il faut faire ce qui nous plaît dans la vie, et puis si on tombe, on se relève. A priori, à part la mort et les maladies qui sont lourdes, il y a toujours une façon de rebondir. Donc voilà, c'est dépasser un peu ces peurs. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais tu l'exprimes bien, je trouve, en fait, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si ça marche pas? Je vais pas mourir. Je vais pas, voilà, ouais. Je vais, comme tu dis, je vais rebondir, et je pense que quand on arrive à percevoir ça, c'est assez fort. De se dire, le pire est pas si pire finalement. Oui. Et puis, dans tous les cas, je vais faire ce que j'aime et je vais rebondir. Et nos peurs, elles sont beaucoup plus grandes que ce qu'elles sont vraiment. Mm-hmm. On se fait une grande histoire de nos peurs, mais en réalité, c'est souvent moins effrayant dans la vraie vie, dans la réalité. Je sais pas ce que vous en pensez. Mm-hmm. On peut rebondir sur quelque chose que l'autre a dit. Comme à l'école, dans les sensi. Tout à l'heure, tu avais dit un truc, parce qu'il y a 3-4 phrases. Je voulais rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que les enfants, par exemple, on leur met des fois, si on n'adapte pas son discours, des fois, limite, ça peut les rendre pessimistes, parce que tu sais, on est là toujours à dire il faut sauver la planète, elle meurt la planète. Tu dis ça à des enfants, ils ont 12 ans, il va dire mais gars, moi je joue à Pokémon, tu veux que je fasse quoi? Et juste des fois, peut-être un peu rabaisser ça et dire viens, on essaie de sauver notre ville. Bien, on essaie de sauver juste notre plage, ça va très bien. Et déjà, ça fait du bien parce que c'est plus atteignable.
Et du coup, je pense que ça va rendre plus optimiste parce que c'est pessimiste de dire, mais attends, mais à l'autre bout de tu disais, tu sais, à l'autre bout de la planète, qu'est-ce qu'on fait contre les guerres et tout, déjà, voilà, se dire, ok, je peux peut-être rien faire là, mais je peux vraiment faire là-dessus. Et ça donne la possibilité de faire. Parce que sinon, on se dit, mais à quoi sert que je fasse ça plein de fois? Les gens nous disent, encore une fois des adultes, hein, c'est toujours agréable leur façon de parler, mais sert à quoi ce que vous faites? Sert à quoi? Regarde les montagnes des Sheila, regarde là, et regarde le Covid et le vaccin, et là, il y a des Illuminati et tout. Je fais, gars, c'est juste, vraiment juste des fois un peu baisser ses attentes, ses objectifs. Pas ses objectifs, parce que du coup, c'est bien d'avoir des objectifs hauts. Mais juste, au lieu de dire, il faut sauver la planète à des enfants, il faut dire, occupe-toi de ta rue, ta cour de récré, ton école, ton quartier, ta famille. Et c'est beaucoup plus atteignable pour eux. Je le vois quand je leur dis ça, ils sont un peu limite rassurés. Ils se disent, ah, en fait, il ne faut pas sauver la planète, ça va. Parce que déjà que pour nous, c'est compliqué, mais un enfant, il va dire, bon, ben allez, go, j'y vais. Et du coup, c'est toujours plus amusant. Et surtout, encore une fois, ce que j'aime trop avec les enfants, c'est qu'après, c'est eux qui sensibilisent les parents. Juste une parenthèse là-dessus, il faut faire attention, parce que les enfants, ils sont très facilement modulables, et je l'ai appris à mes dépens, c'est qu'au début, je faisais pas la parenthèse en disant, alors faut le dire avec beaucoup de légèreté, faut le dire avec gentillesse et tout. Donc au début, je disais, faut sensibiliser autour de soi, faut parler des déchets. Et je me suis rendu compte que on peut lever une armée en fait comme ça, parce qu'à la cour de récré, ils ont chopé un gars qui avait jeté par terre, ils me l'ont ramené devant moi, mais vraiment, il y en a 3 qui le tenaient, il a jeté par terre, on fait quoi de lui? Et du coup, je suis regardé un proche, je fais non, faites rien de lui, ils allaient le tendre, ils allaient le tabasser contre nous. Du coup, maintenant, je dis toujours, on en parle avec bienveillance, il ne faut pas crier sur les gens, et j'accentue là-dessus, parce que les enfants, tu apprends tes erreurs, hein. Moi, j'ai fait plus de 500, 600 classes, donc j'ai appris, et maintenant, je vois ce qu'il faut absolument dire aux enfants, parce que c'est très modulable, comme le film La Vague, là, vous savez, où le prof, il lève son armée. C'est vraiment ça, les enfants, c'est un truc de fou, tu peux les moduler comme tu veux. Du coup, vraiment, je leur dis, vous sensibilisez aux parents, mais sans les engueuler. S'il arrive, il dit, papa, t'as pas honte, les mégots, ils vont dire qui t'a dit ça, et ils vont nous détester, vous voyez. Ce qui est difficile avec l'écologie, c'est qu'on doit un peu balayer l'image que les gens ont de l'écologie, parce que les gens ont une image de mec chiant qui va venir pour faire la morale, et c'est pour ça que nous, on est focus sur faire des trucs humoristiques, encourageants, de la bonne bienveillance et tout. Et du coup, les enfants, ça aide beaucoup. Donc, où on puise, voilà, les enfants. Et je pense du coup dans les ressources, il y a aussi la capacité un peu à apprendre, parce que j'ai l'impression que tu te remets beaucoup en question, ce discours-là, il ne fonctionne pas, tu vois, tu essaies vraiment de mettre à la place des autres, tu as cette capacité de chance, aussi. Là-dessus, j'ai beaucoup de chance, c'est que j'adore l'impro, je déteste, genre, tu mets devant 15 000 personnes, avec rien en texte, j'adore ça. En fait, c'était un défaut quand j'étais à l'école, c'est que j'avais aucune gêne. Maintenant, c'est une qualité, parce que ça ne me dérange pas d'aller comme au Delta. Des fois, je fais des trucs de Saint-Cyr devant 15 000 personnes sans rien avoir préparé. Je prends le micro entre Niska et Angèle et je dis, bon, il faut moins jeter par terre. Allez, je fais un allez l'OM, comme ça, les gens sont contents. Mais du coup, c'était un défaut quand j'étais à l'école, parce que je suis allé au bac sans réviser. Enfin, la pression et la gêne, c'est utile, parce que ça permet de réviser, ça permet de faire des choses utiles dans la vie. J'ai pas eu le bac, évidemment. Mais du coup, j'aime trop improviser et adapter. Et ça, c'est utile de ouf. Il faut tout le temps s'adapter. Le discours que j'ai, je ne vais pas le donner dans un pays qui galère, qui est en développement. Ils vont dire, mais gros, je m'en fous de l'écologie, je veux manger. Eh ben, vous êtes obligé de toujours mettre un peu des parenthèses. Il faut tout le temps continuellement adapter son discours. Et tu ne vas pas parler de la même façon à un CM2 qu'à un adulte, qu'un si. Et c'est le problème des fois que j'ai avec certains discours écolos, c'est qu'ils disent qu'ils vulgarisent, mais ils ne vulgarisent pas assez. Ils n'adaptent pas du tout. Et du coup, il y en a, ils sont perdus. Mais c'est quand même triste de se dire qu'on parle toujours de faut pas jeter. On aimerait aller plus loin, vous voyez, dans le discours. Là, on est encore cantonné à faut pas jeter par terre. On est en retard en France, vraiment. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous dites tous les deux jusqu'à maintenant. C'est vraiment intéressant. Donc, on parle des enfants à l'extérieur, mais nous, en coaching, on travaille beaucoup aussi avec l'idée de l'enfant intérieur. Et je me rends compte que de plus en plus aussi dans les accompagnements que je fais, à quel point c'est important et à quel point en fait l'adulte inconsciemment est en demande d'innocence. Ce qu'on appelle le poison de l'infériorité, c'est quelque chose qu'on peut avoir vécu dans l'enfance de différentes manières, à travers l'éducation, à travers ce qu'on a pu entendre. Et en fait, on va porter, nous les adultes, un masque qu'on va appeler le masque de la rigidité pour donner l'illusion d'être capable. Et c'est ce qui va faire un peu de nous les adultes chiants, qui se prennent un peu pour ce qu'ils sont pas, parce que c'est comme si on voulait renvoyer dans la scène sociale, dans ce théâtre, le côté « je suis capable, je sais faire ». Donc, je donne l'illusion d'être quelqu'un de sérieux en étant un peu chiant. Et donc, l'idée, à travers ce qu'on dit, c'est ça peut être sympa en fait de se dire tiens, mais les enfants ils sont autour de nous, ils sont aussi un peu en nous, est-ce qu'on n'a pas cette part d'enfant en nous qui peut nous permettre de créer des projets sympas, de rigoler, reconnecter à cette innocence en fait
pour juste remettre un peu de légèreté aussi dans tout ça, moi je suis complètement d'accord avec toi Eric, et ce que vous dites tous les trois. Dans tous ces sujets sérieux, la légèreté, elle a sa place et elle a toute son importance. Voilà, je vais m'asseoir avec vous du coup. Faut même Pris la la place. cultiver, hein, Finalement, la naïveté de Eric, c'est sa ressource. Exactement. Mais Des oui, fois, je me suis pris des fois des gifles dans la vie, mais je suis beaucoup trop naïf, effectivement. Mais t'as les qualités, enfin les Ouais. tes qualités. Et, ouais. Il y a un truc aussi qui est vachement intéressant, c'est de se dire qu'en fait, on trouve toujours des gens qui vont nous dire bah, tu pourrais nettoyer plus, tu pourrais faire plus, tu pourrais aller là-bas, tu pourrais aller faire ci. Mais d'abord, faisons dans un périmètre qu'on voit, dans un périmètre qu'on maîtrise, dans un périmètre dans lequel on vit. Sensibilisons notre voisin, sensibilisons notre artisan, sensibilisons notre commerçant en disant ben voilà, il y a des gens qui font des choses. Et au lieu de se dire, peut-être c'est peut-être un peu un regret. Vous voyez, les gens qui vont se dire, bah, en fait, j'aurais tellement aimé être à leur place que je vais aller dénigrer leur projet en disant, mais en fait, c'est bien ce que tu fais, hein, mais tu pourrais faire tellement de choses. Eh bien, on va au bout de ce qu'on fait déjà. Viens, dans notre quartier, viens, on sensibilise des gens, viens, on apprend à des gens à s'éduquer. Il y a une portée éducative et pédagogique forte hein, dans les 3 discussions. Et aussi, c'est des projets où il y a une forte introspection, où on va aller aussi se découvrir. Je suis peut-être un peu le plus jeune des 3, à 25-26 ans, où je suis arrivé dans un moment de ma vie où j'étais pas du tout sur le bon chemin. J'ai fait un master en finance, j'étais derrière un ordinateur, je trouvais pas ma place, où je me suis dit en fait, je sers à rien quoi. Je me lève le matin et mis à part mettre des plus et des moins sur un ordinateur, je trouvais pas mon chemin. Aujourd'hui, ça a été une introspection qui a été longue. Je me suis dit en fait là, je me sens utile et je vois la réussite, ou en tout cas les retours des gens qui sont contents. On a des parents qui nous disent ben, nous maintenant tous les jeudis on se réunit pour discuter, pour jouer aux cartes. Il y a l'artisan qui tous les événements dit ben, moi je vous fais un plateau d'huîtres, un plateau de fromage, pas de problème, on partage, on est ensemble. Et dans notre quartier, la Pointe Rouge, ben, il y a un sentiment d'appartenance qui se crée, et là je trouve que c'est fort. Et demain peut-être qu'on se projettera dans d'autres quartiers, comme tu as dit tout à l'heure, la Punture rougeau du panier, ou j'en sais rien comment ça s'appellera, tu vois. Mais en tout cas, de se dire, ok, mon voisin, c'est mon voisin, mais on partage ensemble. Demain, Eric, s'il vient qui me dit, Marthe, avant ton loto, on peut faire un ramassage des déchets, après on monte tous au Conolis et on fait un truc sympa. Marina, elle me dit, demain, Martin, on vient, on fait un atelier au Conolis. En fait, on peut faire tellement de choses, et je trouve que ça, c'est formidable, et il faut pas lâcher l'affaire. C'est peut-être le plus dur au final. Mais voilà, agir dans un périmètre qu'on maîtrise, et la force de la jeunesse, ça c'est super important. On part de l'héritage pour transmettre. Et je pense que nous, on est un peu au milieu, quoi. 25, 26 ans, on a connu... On est passé un peu à côté de l'hyper connecté, l'hyper téléphone, l'hyper smartphone, les TikTok, les machins. Je vois mon cousin, il a 18, 16 ans, c'est quand même triste. Il sort plus de chez lui, il est tout connecté devant son téléphone. Regarde ton voisin et ensuite tu pourras peut-être discuter d'autres choses. Ça c'est fort. Voilà, pour rebondir sur ça. Merci beaucoup. Et toi, ton optimisme, t'as fait quel C'est plus le côté, je le vois plus dans l'autre sens, c'est plus la créativité qui nourrit l'optimisme, parce que de base, comme je l'ai dit, c'est un peu compliqué d'être naturellement optimiste quand on voit tout ce qui se passe. Mais c'est en créant des choses, en étant force de proposition. Mais après, c'est un service, hein. C'est l'optimisme nourrit la créativité qui elle-même nourrit l'optimisme. Donc si après on rentre dans ça, c'est formidable. Mais c'est en créant, moi c'est souvent avec Mathéo, c'est souvent autour d'un rien, autour d'un match de foot, autour d'une pizza, autour d'une discussion entre copains. On dit, bah, tiens, viens, on fait un tour de pétanque. Ah, bah, ok, qui sait quel est le boulodrome de notre quartier? Ah, bah, c'est lui, bah, viens, on va le voir. Et on crée, on propose, on peut se rater. Mais ça nourrit un peu ce côté où, quand on voit le retour des gens, surtout, c'est ça qui nous dit, on s'est peut-être pas trompé, on est peut-être sur le bon chemin, quelque chose qui nous ressemble beaucoup. Et voilà, c'est la créativité qui va nourrir ce côté, ok, on continue. Je pense que s'il n'y avait pas ce retour des gens, ça serait compliqué quand même de tout seul arriver. Alors c'est quelqu'un qui a une force incroyable que je n'ai pas malheureusement, mais il y a des combats qui sont quand même assez durs à mener tout seul. Et quand on a le retour des gens, c'est sympa ce que vous faites. Mais ça suffit, on continue. Mathéo. Si je peux ajouter juste quelque chose sur les retours des gens dont il parle. Des fois, c'est au lieu de regarder, de puiser son optimisme dans les chiffres, dans les statistiques, de la rentabilité de son association, le nombre d'événements créés, je sais pas moi, le nombre d'abonnés, on le puise plutôt
en tout cas pour l'instant, et c'est ça un peu qui a fait notre richesse, c'est dans des moments, et quand on va avoir un monsieur, un octogénaire, qui va, au début, quand on a commencé à lancer les tournois ludiques, les événements ludiques, il nous disait, mais les jeunes, plus personne ne joue aux cartes maintenant, plus personne n'échange, plus personne se rencontre, on fait plus de musique, etc. Puis 6 mois après, juste l'image de le voir lui derrière son petit-fils en train de lui dire mais le valet de carreau, qu'est-ce que tu fais? Non, juste cette image-là et ce clivage entre 6 mois avant, 6 mois après, ce moment-là, ça c'est pour moi c'est le carburant de l'optimisme. De voir ça, on se dit ah ouais, ça existe. Je pense que Eric il le voit aussi dans ce genre de moments, Marina aussi, mais voilà, c'est des moments et comme une bande dessinée avec 2 cases. Est-ce que vous faites des événements intergénérationnels où vous mélangez Tous, les tous, ouais, enfants avec tous. Les équipes, quand on fait une pétanque, il y a forcément quelqu'un de toutes les générations dans les équipes, tout le monde se mélange. C'est pas forcément le copain qui joue avec le copain. Au tournoi de foot, on avait fait que chaque équipe devait représenter un commerce du quartier. Donc ils étaient allés voir, il y avait forcément un représentant. Non, il y a un côté où on... Et après, ça se fait tout seul. Hein. C'est naturellement, les générations se mélangent. Les arbitres du tournoi, c'était des jeunes de l'orphelinat Les Mouettes qui sont venus arbitrer. Ils ne demandent rien, on s'en fout, ils prennent un sifflet, ils s'amusent. Les gens se mélangent tout seuls, en fait. Et c'est pas on l'impose pas, je pense pas qu'on l'impose, mais ça se fait assez naturellement. Mais il y a toujours quand même un terrain, un espace c'est propice. C'est un peu ça. Vous impulsez la rencontre. Et il y a toujours un moment souvenir avec les grands-mères, les enfants. Il y a toujours de belles images où il y a toutes les générations qui se confrontent, et on le voit encore à l'école de la Pointe-Rouge qu'on rencontre un petit peu. Il y a des différents projets qui se dessinent. Il y a une immense fresque sur l'écologie d'ailleurs, où il y a les enfants qui ont dessiné en fait toutes les générations sur un mur qui doit faire une trentaine de mètres. Et c'est là où on se dit ok, là l'image elle est jolie parce qu'il y a nous, on se sert de ce qu'il y a eu avant pour nourrir ce qu'il va y avoir après. Donc ça c'est super intéressant. Mais il y a toujours un côté toujours. Juste avant de terminer sur cette question, je suis curieuse, Eric, parce que tu parlais des messages haineux, mais j'imagine que toi aussi, tu vas avoir énormément de retours hyper encourageants, de personnes qui te remercient. Enfin, est-ce que toi aussi, ça qui nous remercient, parce qu'on est toute une équipe, hein, franchement. C'est ça le problème aussi, c'est que comme mes potes, ils sont un peu timides, il faut les forcer pour se mettre en avant, et il faut bien faire comprendre que c'est une équipe, c'est plein de gens, mais ça crée des problèmes aussi, enfin, j'expliquerai après. Mais évidemment, il y a les insultes, et tout, parce que c'est le jeu des réseaux sociaux, mais on n'a que des retours pratiquement positifs. Et puis je crois que c'est propre à Marseille, mais on a des trucs de fou. Genre, enfin, j'ai l'impression que cette ville, c'est une grande famille. À chaque fois, il y a un cousin de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut nous aider. Je sais pas si c'est inquiétant, si c'est une consanguinité, mais il y a vraiment tout le temps, on a un problème de pneus, je connais un cousin de lui, il va au garage, il te fait un prix, moi je connais lui, t'inquiète, va pour ça. Et les années où on était un peu seul financièrement, on a été aidés par les citoyens. Et vraiment c'est important, nous c'est Marseille, je sais même pas si notre identité, notre empreinte marcherait dans une autre ville, parce qu'on est un peu trop déconneurs, on est un peu trop si, il y a des villes, c'est tant mieux, hein, mais il y a des villes c'est très carré, très si, on rigole pas et tout, c'est dommage, mais chacun, tant mieux, hein, il y a des sociétés qui sont comme ça marche très bien, mais du coup, nous on est vraiment comme ça, et à Marseille ça marche très bien, et comme on est vraiment des Marseillais, alors j'insiste là-dessus, parce qu'il y avait beaucoup d'assos qui faisaient ça, et c'est dommage, parce que c'était soit des antennes de grosses assos, soit pas des Marseillais, du coup ça renvoyait une image de le Marseillais n'est même pas capable de s'occuper de sa propre ville, et c'est pour ça qu'on est encore plus fiers de se dire on est Marseillais, et on fait ça pour notre ville, parce que Greenpeace et tout, c'est des antennes qu'il y a, mais du coup c'est dommage que nous on le fait pas, que nous-mêmes Marseillais, je pense à ça, je dis mais c'est à nous de le faire, tu vois, pas à quelqu'un qui arrive dans une autre ville, dit écoutez je vais nettoyer votre ville, ce qui est très bien, mais ça nous foutait un peu la honte, tu vois. Greenpeace, Surfrider, il y en a plein, il y a des antennes, mais du coup c'est encore plus une fierté d'être dans cette ville, et évidemment on a des retours, mais des retours tout le temps, enfin des fois on les met pas parce qu'il y en a plein, mais rien qu'on finit une sensi, on a les élèves qui nous envoient c'était trop cool, c'était ci, c'était ça, des profs, on en a, mais on a des screenshots que j'envoie à mes potes constamment, parce que nous aussi, justement, même eux, des fois, ils sont pas bien, ils sont fatigués, on lutte. En fait, l'écologie, c'est à contre-courant. Genre, vraiment, tu rames à contre-courant. Et du coup, des fois, tu es fatigué et je les envoie à chaque fois, je fais des screenshots, je fais regarder encore ça, regardez ci, ça. Enfin, c'est très satisfaisant de voir qu'on est très, très
aimé par les Marseillais. Et c'est tout ce qui compte, parce que des fois ils disent pourquoi vous faites pas Climacalang dans d'autres villes. Je suis déjà, est-ce que Marseille c'est propre? Est-ce que Marseille c'est propre? Non, on va pas aller ailleurs. Et parce que c'est notre ville, quoi. On est fiers de notre ville, mais il faut en être fier pour les bonnes raisons, parce que souvent on dit on est fier d'être Marseillais, mais comme l'OM, vous voyez, allez l'OM, mais tu vois l'état du stade avant, des fois tu fais, frère, c'est ça, allez l'OM là, enfin, c'est ça, bof. Donc on joue là-dessus avec les supporters d'ailleurs. On dit toujours, vous dites allez l'OM, mais regardez le stade. Et là ils font ah oui, et ils ramassent. Et si je peux même finir, c'est très important, mais on fait des ramassages avec les supporters. Donc on va devant le stade, je suis avec le mégaphone, hop, allez les gars et tout, on ramasse. Et en fait, ce qui fait toute la diff, c'est que je leur dis, eux, de ramasser leurs propres déchets. Et nous, on tient juste les sacs ouverts. Parce que si on ramasse à leur place, ça passerait pas le même message. Ça ferait juste, oh, il y a Climacalang qui sont top, c'est des bons samaritains. Non, on est des pigeons de personne. Et ça fera pas avancer les mentalités si on ramasse pour eux, même s'ils vont me dire merci, certes. Non, là, on tient les sacs ouverts et j'interdis mes bénévoles de ramasser un déchet. Je leur dis non, c'est pas le but aujourd'hui. Les déchets, c'est eux qui l'ont posé, ils peuvent le mettre dans la poubelle. Et ça marche trop bien. Maintenant, le 15e ramassage qu'on fait dans le stade, il y en a moins, il y en a qui viennent avec des sacs, il y en a qui nous remercient tout le temps. Merci et tout pour le club, merci. Et c'est cette diff qui fait tout. C'est nous, ce qu'on veut, c'est de plus ramasser de déchets. C'est de résoudre le problème. Oui, notre kiff, mon kiff, moi, c'était pas ramasser les déchets, c'est pas mon rêve de gosse. Donc vraiment, c'est très important. Je leur dis, le but de Climacalang, c'est qu'on n'ait plus de déchets à ramasser. Et pour ça, il faut changer les mentalités. Il faut trouver un moyen de motiver tous les citoyens et pas que les écolos. Donc, les écolos, ça crée une barrière entre soi-disant les bons citoyens et les mauvais, alors que c'est pas vrai. Tout le monde fait un peu et c'est réglé. Et des fois, quand j'ai pas le temps de sensibiliser, des fois je vais à la fac, le prof il me laisse 5 minutes pour sensibiliser parce que la fac ils sont très timés. Du coup, en 5 minutes, je dois essayer de les motiver. Je leur dis ça. Je leur dis, je m'en fous que vous soyez parfait, que vous ayez avant jeté, que vous soyez en voiture, iPhone. Faites tous un peu, choisissez là où vous voulez faire. Tout le monde fait un peu et c'est réglé, on n'en parle plus. Et donnez-nous des sous. Et voilà. Et voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Merci pour vos retours, c'était trop chouette. Question. Ouais. La prochaine question qu'on a envie de vous poser, quelles sont les difficultés qui ont mis à mal votre optimisme durant votre parcours d'entrepreneur, de chef d'entreprise, de créateur de projet? Est-ce que vous pensez à quelque chose, à un événement en particulier? C'est une entreprise, enfin c'est vu comme une entreprise Climacalang? C'est une asso, pour nous c'est un projet en fait. Okay. Ouais, donc est-ce que toi par exemple Eric, est-ce que tu as un événement en tête vraiment où tu t'es dit je vais lâcher quoi, enfin je vais pas y arriver? Oui. T'as failli y arriver? Tout simplement les infos, t'allumes la télé. Ouais. En fait, c'est vraiment ça, c'est quand tu te focuses sur tout ce qui se passe. En plus, ils adorent ça, le sensationnel, les médias, le bad buzz et les conneries font beaucoup plus vendre. On l'a vu, il y a des journalistes qui l'ont témoigné, ils disent les bonnes nouvelles, ça fait beaucoup moins cliquer. Et du coup, il y a 3 ans, je crois, j'avais pété un plomb et je dis allez. Après, évidemment, tu additionnes ça avec des problèmes personnels et tout qu'on a tous, et ça te fait que t'as des barrières qui sont beaucoup plus fragiles, et tu te prends dans la gueule la réalité, et du coup, tu dis, allez, c'est bon, nix. Et du coup, c'est mes potes de l'asso qui sont venus m'aider, et pareil, quand c'est eux qui repartent, c'est nous, on va les aider. Tout. Enfin, c'est vraiment très mignon comme on fait là, on s'entraide entre nous. Mais franchement, je pense que c'est plutôt les nouvelles en vrai, parce que quand tu prends du recul, surtout que moi, je suis obligé de me renseigner, parce que je fais des sensi, des conférences et tout, je suis obligé d'être un minimum informé sur tout ce qui se fait, mais c'est chaud des fois, hein, parce que tu es là, tu entends les politiques, le pire c'est les politiques ici, je sais pas s'il y a les politiques ici, je suis désolé, hein, mais je les déteste. Hein. Genre t'es là, ils disent oui, et puis c'est sous la douche et t'es la wifi, tu es là en mode mais quoi, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est pas vrai, vous racontez que des mensonges. Et quand tu sais, quand les gens sont au courant de ce qui se passe, quand tu entends ce qu'ils disent, c'est, je sais pas si ça va avec la naïveté, mais dès que c'est illogique, ça me tue quoi. Et du coup, quand tu regardes la télé, il n'y a rien de logique. Et comment l'as-tu retrouvé? Tu parlais de tes amis. Les collègues. Évidemment. Quand on a échangé, tu m'as pas mal parlé aussi, et là tu parles donc évidemment des amis, des enfants, qui je pense, redonnent aussi l'optimisme dans les moments un peu difficiles. Tu m'as parlé aussi beaucoup des animaux. Oui, du coup, alors maintenant, je suis désolé les humains, mais je fais un peu plus ça pour les animaux que pour les humains. Parce que les humains m'ont un peu saoulé à force, parce qu'à chaque fois, bon, pas tous, hein, je vous mets pas tous dans le même panier, on est tous un peu des merdes, hein, mais genre vraiment, les animaux, c'est incroyable parce que, je sais pas si c'est mon côté vegan, mais je vous aime tous, mais maintenant je suis vraiment focus en mode, faut pas que je lâche mon combat parce qu'il y a trop d'animaux qui souffrent pour rien tout le temps et tout, le plastique, etc., les élevages, tout ça. Donc c'est vraiment ce qui m'aide à tenir, mais les enfants aussi, hein, mais vraiment, les animaux, c'est
c'est comme ça, chacun trouve où il peut. Oui, c'est ton. En fait, on est tellement, avec ma pote, Céline, elle me ressemble beaucoup là-dessus, on est tellement usé par l'expérience et tout, quand tu vois des adultes ce qu'ils font, et rien que, parce que ma pote, elle est avec moi dans l'assaut, mais en gros, on a une double casquette chacun, moi c'est le véganisme et l'assaut, et elle c'est le féminisme à fond. Et elle, pareil, elle dit, mais j'en peux plus, genre, enfin, c'est entre féminisme et patriarcat, elle, pareil, elle a des maux de tête, elle a envie de se taper la tête contre les murs. Et du coup, on galère et on est très souvent déçus de l'être humain. Et ce qui m'a fait du bien aussi, c'est l'anthropologie. L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme et tout. Et en fait, ça fait 3 ans que je me bouffe toutes les études, tous les livres sur les sapiens, sur d'où on vient. C'est ultra intéressant et j'adore. Ça, c'est incroyable. C'est passionnant, mais c'est un truc de fou. Genre, je vais faire un TEDx l'année prochaine et genre, je vais le faire là-dessus. Sur ça, c'est trop stylé de est-ce qu'on va réussir? Parce que du coup, à des adultes, je leur dis même, je vais plus loin, je leur dis, en fait, je vais vous dire même la vérité, je vous jure, c'est pas la planète qu'il faut sauver parce qu'elle en a rien à faire, la planète. C'est pas 3 bouteilles en plastique et 2 piles qui vont la flinguer. C'est est-ce qu'on va réussir à sauver nous-mêmes, les humains, c'est tout. Parce que c'est trop intéressant, mais le Mésozoïque, bon non, je vais trop loin. Non, rien. Mais ça donne envie en tout cas. Non, mais le Mésozoïque, c'est la période des dinosaures. Ça a duré 200 millions d'années. Nous, ça fait 5000 ans qu'il y a des homo sapiens, tu vois. Enfin, c'est rien. On est rien. Et du coup, est-ce qu'on va juste réussir à vivre dans le futur ou est-ce qu'on va crever dans 50 ans? C'est tout. Hein. Et du coup, des fois, des adultes, quand je vois qu'ils s'en foutent un peu, parce que certains adultes, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils ont trop de taf. Je comprends. Hein. Ils n'ont pas le temps, ils ont déjà leurs habitudes. Vous savez, les habitudes, c'est très ancré, ils n'ont pas envie de changer. Ils voient un gars qui arrive, il dit, tu vas pas me donner des leçons et tout. Et souvent, les sensi dans les entreprises, c'est chaud. Surtout que des fois, je le fais à midi dans les pauses déj. J'arrive, je fais bon appétit, je leur montre des trucs dégueulasses. Donc, et des fois, je tape au portefeuille en disant, être écolo, c'est économiser aussi ses thunes. Des fois, je dis, en fait, je vais être sincère avec vous. C'est juste si vous voulez que vos enfants ils voient quelque chose de sympa, quoi. Et là, d'un coup, je vois aussi. En fait, je pense que toi, ça doit être pareil parce que tu fais du théâtre. Moi, j'ai fait du théâtre et j'adore l'impro et tout. En fait, tu sens l'atmosphère d'une pièce. Et tout le temps, j'adore ça. Je vois où ça va, je vois quand attention, et je fais allez, je vais partir là-dessus. Et en fait, ce qui est bien avec l'écologie, c'est que tu as un jeu de cartes, mais de 4800 cartes. L'écologie touche à tout le monde. Tu peux en faire un effet de société, de sociologie, de l'art, de tout. Donc, l'écologie, juste, je suis là en mode, ok, ça les intéresse un peu là, je vais là-dessus et tout et tout. Et avec l'écologie, tu peux toucher vraiment tout le monde. Tout le monde. Je me trompe? Ah, pas du tout. Voilà. Non, c'est vrai. Mais t'as raison, on le fait pas pour nous, hein. On le fait pour ce qu'on va laisser au final. Martin, qu'est-ce que t'en penses, toi Alors nous, l'association, elle est quand même assez jeune et au final, aujourd'hui, c'est pas 100% de notre temps. Donc les difficultés arrivent dans le sens où c'est le choix de se dire est-ce qu'on se lance, on en parlait tout à l'heure, mais avec un risque parce qu'on quitte une situation professionnelle, un certain confort. Est-ce qu'on va au bout de l'idée? Est-ce qu'on tente le pas de plus pour se dire en fait je veux vivre ce moment-là toute ma vie, mais avec toutes les contraintes, je pense que tu as dû rencontrer au début, c'est de se dire on va parler du nerf de la guerre, on n'a peut-être pas d'argent pour financer des projets, est-ce que les gens vont pas se lasser, est-ce que la portée peut perdurer dans le temps, est-ce que les gens vont pas est-ce que les gens vont pas se lasser? Donc le moment le plus dur. Les gens se lassent beaucoup plus maintenant en plus. Donc, tout va très vite. Non mais c'est ça où et du coup tu rebondis un peu sur ça, c'est de garder cette authenticité et ce petit plus qui fait que les gens ils faut être toujours dans la force de proposition. Et ça, c'est une grande difficulté parce qu'on n'est pas des machines à idées, donc il faut évidemment bien s'entourer. Particulièrement un moment qui a été extrêmement difficile, c'est quand Mato est parti presque 1 an à finir ses études en Nouvelle-Calédonie. Donc j'étais un peu tout seul dans ce moment-là, et c'est là où je me suis posé les vraies questions, mêlées, comme tu l'as dit, à des problèmes perso. On rentre 25 ans, c'est un peu la transition où on quitte un peu l'enfance pour rentrer avec un pied dans le côté adulte. On veut s'émanciper, on finit les études, on veut peut-être quitter un peu papa-maman. Il y a plein de questions qui nous arrivent. Est-ce que je suis légitime dans ce que je fais, tout ça? Et donc seul, ça a été très compliqué parce que j'avais l'impression d'être un clown en fait, qui mettait un masque et qui faisait rire les gens dans un tournoi de contrée. Et c'est en me rendant compte, encore une fois, je pense la famille, les amis, qu'on n'avait pas simplement créé une association ou un collectif, c'est qu'on avait vraiment créé une famille où les gens, quand ils se sont rendus compte que j'étais dans la difficulté, ils sont venus d'eux-mêmes en disant en fait là on va les aider parce qu'on kiffe ce qu'ils font.
Donc il y a Julie, je pense à Chiara, je pense à tous les gens qui nous soutiennent aujourd'hui, les copains qui nous prenaient pour des fous au début, parce qu'il faut être un peu fou aussi pour monter un projet. Je pense aussi il y a un brin de folie qui nous dit on va se lancer dans un but. Je pense que pourquoi il n'y a pas d'autres gens qui l'ont fait avant, si jamais c'était si évident que ça. Et pourquoi on en est encore là aujourd'hui à se poser ces questions-là. Donc ouais, c'est ça, c'est se rendre compte qu'on est une famille. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sentent aussi, qui ressentent quand on est en besoin, quand on donne, on reçoit aussi. Même si on le capte pas tout de suite, de faire le don de soi, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, mais on retrouve beaucoup. Les gens nous aident. Quand on est dans le dur, on nous appelle, on vient vous chercher, on va boire un café, sortir un peu de ce full association, full collectif, prendre un peu de recul. Ça aide aussi à structurer. Et là, on est dans le moment de structure, trouver le bon modèle, trouver la bonne forme pour continuer à générer chez les gens ce sentiment positif et que nous, on y trouve aussi notre compte dans le sens où on puisse s'épanouir pleinement dans notre projet. Et je pense que c'est le plus grand challenge. C'est le plus gros challenge. Mais je pense qu'on a envie de faire ça, en final. Difficulté. Alors, d'un point de vue personnel, je rebondis sur ce que disait Eric tout à l'heure. La fatigue informationnelle, ça sape définitivement l'optimisme. Je regarde moins les informations qu'avant. Voilà. Je fais attention en tout cas à ce que je regarde parce qu'on est vraiment... on est rendu un peu esclave d'une information qui est tout le temps négative, qui est tout le temps... Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils n'avaient pas autant d'informations, ils ne savaient pas ce qui se passait à Taïwan, à Kiev et à Gaza les jours. Voilà, nous, on a trop d'informations et je pense qu'il faut faire le tri, sinon ça peut vite sidérer et on ne fait plus rien dans sa vie en fait. Après, au niveau entrepreneurial, alors j'ai un projet qui est moins louable que Michael Hank, j'ai un projet banal. mais ce qui a été le plus difficile, bon, c'est de me lancer effectivement, et c'est les doutes. En fait, quand on a un projet, on se compare un peu aux autres, notamment sur les réseaux sociaux, et en fait, ça peut être autant inspirant que enfin, moi, ça a vraiment créé des doutes. Quand j'ai commencé à travailler sur mon projet d'agence de communication, je me suis dit, bon, ben, je vais regarder ce qui se fait de bien. Et donc, j'ai regardé des agences de communication parisiennes, machin, que des trucs incroyables. Et je me suis dit, mon Dieu, mais dans quoi je me lance en fait? Je ne ressemble pas du tout à ça. Et je vais faire ça. Bon, mais en fait, il faut essayer de ne pas trop se comparer, de faire avec ce qu'on sait faire, avec qui on est surtout. Voilà. Il faut construire ses projets avec qui on est et croire en ça et cultiver voilà, notre raison d'être en fait. Pourquoi on le fait et pas juste essayer de ressembler à ce qui se fait déjà. Voilà. Donc ça a été ça ma grande difficulté au début, vraiment quand j'étais toute seule et que j'avais pas encore une équipe sur qui je pouvais compter, je me sentais vraiment minable par moment de regarder tout ce qui se faisait de bien et de me dire mais mon Dieu, mais moi je suis orthophoniste, j'aime travailler avec les personnes âgées, c'est pas du tout sexy, c'est pas du tout vendeur, j'ai jamais fait de marketing de ma vie. Voilà. Donc ça a été on va dire les difficultés. Et finalement, c'est l'action. Hein. C'est toujours l'action qui nous fait du bien, hein. C'est faire les choses. Hein. Petit à petit, construire les choses, c'est ce qui permet d'avoir confiance. Et puis en fait, plus on fait. Plus on fait, plus ça vient, plus il se passe des choses, plus on rencontre des gens. Là aujourd'hui, d'être là ce soir pour parler de Folket, c'est la première fois que je parle de Folket à des gens en dehors voilà, des clients avec qui je travaille déjà. C'est super, quoi. Donc, mais ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que tous les trois, vous avez aussi... vous n'avez pas choisi de faire quelque chose qui est à la mode, qui est dans l'air du temps. Tu vois, tu te dis, ah oui, moi je travaille avec des personnes âgées, c'est pas du tout sexy. De tournoi de contrée le dimanche après-midi, c'est pas du tout sexy. Bon. Et en fait, vous le rendez sexy, je trouve, parce qu'en fait, c'est ce que vous aimez. Et en fait, ce qui fait que le projet... Enfin, moi, quand j'ai regardé ton compte Instagram, je me suis pas du tout dit, ah, des personnes âgées, c'est naze ce qu'elle fait, tu vois. En fait, parce que ça se voit que toi, ça te passionne et que tu le rends beau, en fait, quoi que ce soit, parce que c'est ta passion.
c'est Et ça, je pense gentil. que c'est Après, quelque chose d'important. aujourd'hui, mes clients, ce ne sont pas des personnes âgées, hein. C'est mes patients. Non, mais c'est Euh, ce qui, mais ce que ça donc, m'a ça- appris, c'est que c'est une autre difficulté là du métier, c'est que les gens veulent aller vite. En fait, ils veulent tout comme ça, très rapidement. Fais-moi un logo vite fait, fais-moi un site internet pour 1000 balles vite fait. Non, en fait, la communication, ça se construit. Et d'ailleurs, moins on a de budget pour faire la communication, plus il y a besoin de cohérence et de prendre le temps de bien comprendre. Faire une identité visuelle, c'est pas juste un joli logo et des pastilles sur Instagram qui vont être jolies, machin, une couleur qui nous plaît. Faire une identité visuelle, c'est comprendre qui on est en tant qu'entreprise, en tant que marque, où on va, pourquoi on le fait, comment on le fait et qu'est-ce qu'on fait. Et de vraiment prendre le temps de trouver du sens, de la fonction et de l'esthétique. Tout ça, et pas juste un joli logo. Et en fait, les clients veulent aller vite, pas payer cher. Enfin, ils ne se rendent pas compte des fois qu'en fait, c'est un travail qui est profond et qui prend du temps. Et aller vite tout de suite, et puis avoir le dernier truc à la mode. Mais le dernier truc à la mode, dans 2 mois, il n'est plus à la mode. Donc, est-ce que c'est aligné en fait avec ce que vous faites vraiment, etc. Donc voilà, l'apport de l'orthophonie, c'est aussi prendre le temps de construire les choses. Les choses bien dans la vie, elles prennent du temps. Mhm. Il n'y a rien qui est fait comme ça, vite fait quoi. Et tu arrives à transmettre ça à tes clients? Je crois. En tout cas, elle est là ma valeur ajoutée. C'est le travail qui se construit dans le temps et le sens aussi de ce qu'on fait. Elle est plus là ma valeur ajoutée que faire un joli logo. Je vais faire un joli logo, mais avec du sens. Voilà. Les belles choses prennent du temps à se construire, ça, je trouve que c'est une belle phrase. Et juste pour revenir sur quelque chose dont Eric et Martin ont parlé, et je sais que toi tu m'en avais parlé aussi, de l'importance de s'entourer des bonnes personnes, je pense que ça peut être intéressant justement par rapport à toi, tu as une expertise sur les réseaux sociaux. Et je sais qu'ici on a des personnes qui se lancent et qui ont besoin aussi d'apprendre à bien utiliser les réseaux sociaux. Toi tu m'avais dit que, et une chose que tu fais, c'est aussi bien t'entourer sur les réseaux sociaux pour t'inspirer de personnes, que ce soit pas en fait toxique. Est-ce que tu peux peut-être oui, alors en fait les réseaux sociaux c'est un outil de communication formidable. Il faut bien l'utiliser. Il ne faut pas suivre n'importe qui en fait sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens malgré eux qui vont pas nous faire du bien. Voilà, moi les gens qui font que consommer des conneries toute la journée ou qui se passent leur vie sur une plage à l'autre bout du monde à se filmer, ça me fait pas forcément du bien. Même moi, dans ma vie, je vais me dire, attends, moi, je me lève tous les jours à 6h du matin, je travaille tous les soirs jusqu'à 22h. Une fois que mon fils est couché, je me remets à travailler, je trime pour essayer de gagner de temps par mois et de construire mon entreprise. Et puis, il y a des gens qui passent leur vie à surconsommer et à prendre 18 000 avions dans le mois. Moi, ces gens-là, ils me font pas trop de bien. Donc, je les suis pas. Voilà, je les suis pas. Je suis des comptes qui me font du bien. Les comptes qui parlent des animaux. Pour les informations, je trouve que Hugo Traverse, je ne sais pas si vous connaissez Hugo Décrypte, mais c'est formidable. C'est-à-dire que c'est un jeune que je suis depuis des années, qui aujourd'hui d'ailleurs va avoir un contrat à la télévision, enfin, qui résume l'actualité en 5 faits par jour et qui le fait très bien. Et qui va au bout des choses et on a un vrai travail journalistique où il n'y a pas trop d'émotionnel, où on n'essaie pas trop de vous survendre des mauvaises informations. Enfin, c'est vraiment bien fait. Ça me suffit en fait. Ça, quelques émissions que j'aime bien la géopolitique, donc voilà, je suis abonnée à quelques comptes, mais j'essaye de suivre des gens qui me font du bien et qui font des choses positives. Comment il s'appelle? Hugo Clément. Hugo Clément encore ça va, mais je suis quelqu'un d'autre, j'ai suivi quelqu'un d'autre pendant des années qui combat en fait tous les excès qu'il y a dans la chasse. Pierre Rigaud. Voilà. Bien. Alors, j'aime beaucoup le personnage, mais en fait je fais attention dès que je tombe sur une de ses vidéos. Soit je passe vite, soit je mets en sourdine à certains moments, parce que la réalité est tellement violente. Je veux soutenir, donc je suis, mais je mets en sourdine parfois, parce qu'en fait, vraiment, c'est horrible. Vraiment, la façon dont les animaux sont tués et martyrisés, et torturés, la nausée de bon matin, et je me dis, bon, moi, je vais prendre soin déjà de ce qu'il y a autour de moi, des animaux qu'il y a autour de moi, et puis après, voilà. Donc,
c'est important, je pense, de suivre des comptes qui vous font du bien et de ne pas s'abonner à... Moi, dans mon fil d'actualité, il n'y a pas toutes ces horreurs qui se passent actuellement là. Je ne vais pas citer les guerres. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas dans mon... Tu dis que CNN, comment ça s'appelle BFM. BFM, il ne faut pas suivre, c'est ça? Ah, BFM, c'est l'enfer. C'est news, n'en parlons même pas. Ah oui, ouais, c'est news. c'est ça. TPMP, tout ça, ouais. voilà, il faut éviter. Enfin, je Ah pense. Hein. Mais en plus ça nous pousse à oui, non, blanc, noir, pour, contre. Et en fait, c'est tout le temps une dualité qui n'est pas du tout intéressante. Et on est plus que ça, quoi, je pense. Donc, Puis ça ne veut pas dire que tu t'y intéresses pas, parce que tu dis toi-même que c'est. Enfin, tu m'avais dit aussi que la géopolitique, ça te passionne. mais je préfère lire Courrier International une fois de temps en temps quand j'ai le temps, temps, parce que j'ai un petit garçon de 2 ans qui me prend beaucoup de temps, plutôt que de regarder des bêtises anxiogènes. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'on regarde. Hein. L'impact que ça a dans notre inconscient. Voilà, il faut faire attention à ça. Et nos grands-parents, je reviens encore aux vieux, mais nos grands-parents, ils n'avaient pas ce niveau de connaissance au quotidien qu'on a. C'est trop pour notre cerveau, en fait. C'est trop d'informations. Donc, se protéger de ça. Bah, parfois, on a l'impression qu'on se repose quand on scrolle sur Instagram, mais en fait, on se repose pas du tout, quoi. On est, enfin, je veux dire, on n'a pas cette impression, mais parfois, quand on a des temps de pause, on a tendance, voilà, parce que les réseaux sociaux sont faits pour ça, à sortir le téléphone, à ouvrir Instagram, mais en fait, c'est pas du tout du repos, quoi. Ça nous, je sais pas si c'est du repos. Un podcast, ça va plus détendre. On va pas être dans le visuel déjà. On va écouter quelqu'un raconter une histoire. Ça va nous demander au niveau attentionnel un peu de votre attention, s'il vous plaît. Mais ça va peut-être plus détendre que de scroller indéfiniment, et puis il n'y a pas de fin en fait. Hein. Merci beaucoup. Merci à tous. On va passer à la dernière question. Et ben, la dernière question, on va l'appeler la question signature de votre attention, s'il vous plaît. On aime toujours bien vous poser cette question pour terminer sur une touche très positive. Et on est sûr que vous aurez plein de choses à dire là-dessus. Donc voilà, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre quotidien d'entrepreneurs, entrepreneuses, fondateurs, fondatrices d'associations? Qui a envie de commencer? Qui se sont inspirés par la question, vraiment ce qui vous fait kiffer? Je veux bien commencer. Allez. Je suis hyper actif, mais genre vraiment. C'est-à-dire que vraiment, premier degré, je me fais chier quand je dors, mais c'est pas une blague. C'est-à-dire que j'attends, et des fois à 3h du matin, je dis à ma meuf, je me fais chier, je déteste dormir. Et en fait, cet assaut, pourtant je fais du sport tous les jours, du MMA, du crossfit, du tout. J'arrive jamais à être fatigué parce qu'en fait c'est là-dedans des fois. C'est l'hyperactivité physique et mentale, c'est pas pareil. Du coup ça le cerveau tout le temps. Et mettre toute cette énergie, ça me régale de pouvoir la mettre pour des choses qui ont du sens pour moi. C'est très satisfaisant parce que du coup tu parlais que toi tu as eu ta mise en question à 25 ans, c'est louable parce qu'il y en a qui l'ont à 50 ans, ils se disent à 50 ans mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et tout. Et moi j'ai trop vu de gens faire ces erreurs-là et en fait avant d'oser ouvrir ma bouche et donner des conseils et tout, j'ai fait que poser des questions dans ma vie et que regarder. Ma mère elle me disait avant, elle a toujours plein de phrases comme ça. Elle me disait, on a mis 2 ans à apprendre à parler et on met toute sa vie à apprendre à se taire, c'est vrai. Et genre vraiment, j'ai osé ouvrir ma bouche pour donner des conseils et encore très peu parce que je déteste, que à partir d'un certain âge et j'ai vraiment étudier, regarder, toujours très curieux, je pose des questions tout le temps sur tout, parce que je voulais tout savoir et tout, et du coup toute cette énergie, tout ceci, ça, me dire dès 22, 23 ans après l'armée, que j'ai pu le mettre au service d'un truc que j'aime, c'est-à-dire ma ville, mes gens qui m'entourent, les calanques, les animaux, tout ça, c'est très satisfaisant, parce que des fois, on est la tête dans le guidon, on voit que les mauvais côtés, c'est-à-dire la boîte mail qui sature, les gens qui t'insultent et tout. Et ça, c'est vrai, c'est humain de voir souvent les mauvais côtés. Et heureusement qu'entre potes, on est là, mais non, regarde, on a tous les messages, mais non, regarde ci, ça. Et d'un coup, de se lever un peu, prendre du recul, ça, c'est trop kiffant. D'avoir la possibilité, ce luxe, c'est un luxe d'être son propre patron. D'ailleurs, je suis content parce que je suis enfin salarié de ma propre asso après 7 ans de galère. Je suis content, j'ai créé mon boulot. De prendre du recul, te dire, ok, c'est vraiment cool parce que ça a du sens que tu as fait toute cette énergie au lieu de la mettre à l'armée pour servir des intérêts qui sont évidemment pas du tout celles de la paix, mais vraiment pas. C'est juste vendre des armes, hein, si vous voulez, je peux en parler des heures sur le principe de l'armée et tout. Et c'est très satisfaisant. Et en fait, j'aurais été très frustré de faire quelque chose. Je ne pouvais pas tenir en place déjà dans des études, dans ci, dans ça, dans un bureau, je devenais fou. Enfin, j'ai tenté quelques fois et je devenais fou, je tournais, je partais en courant, j'ai des crises d'hyperventilation et tout.
et vraiment de me dire ce luxe d'être, c'est un luxe parce que je le dis, d'être son propre, pas patron, parce qu'on est vraiment, l'assaut, il n'y a pas de hiérarchie, on est vraiment, on se donne, comment on pourrait appeler ça, on est 3-4 et on a le même statut, il n'y a personne qui se prend la tête plus que d'autres ou pas. Même niveau de... Ouais, c'est le même niveau, donc c'est pas chef d'entreprise, mais fait partie d'une entreprise qui est la mienne et du coup je sais où je vais avec mes valeurs. C'est très satisfaisant d'être avec des potes qui sont les mêmes valeurs que soi depuis des années. C'est-à-dire que nous on a refusé des sous de plein de boîtes de merde qui veulent juste te dire bon on donne un peu et tu dis plus rien. Non, nous c'est un plaisir de pouvoir cracher sur tout le monde et qui font de la merde, la moindre asso, la même compagnie, la moindre entre la ville, la métropole, la région, on les fusille tous s'ils font cette fois s'ils font de la merde et s'ils sont pas contents qu'ils veulent plus nous donner des sous, c'est pas grave. Mais cette liberté, elle a un prix. Cette phrase est tellement bateau, mais c'est tellement vrai. On est maintenant libre avec Climat Calanque parce qu'on est vraiment très aimé à les Marseillais, on est très suivi et c'est très satisfaisant. Vraiment, sinon j'aurais été trop frustré de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait de toute cette énergie. Et en fait, je dis souvent ça aux gens, on a une énergie de fou. Si seulement on prenait ne serait-ce que quelques pourcentages de cette énergie pour faire des choses folles, on soulèverait des montagnes, rien qu'avec l'argent. Si vous savez, maintenant qu'on a fait un peu les demandes de sub, on a vu les dessous de l'argent, mais les milliards de sous qui sont gaspillés ou donnés ou dans des fonds européens, vous savez même pas les milliards de sous qui sont gaspillés. Tu as des trucs, ils reçoivent, tu sais, nous, tu disais, mais on fait des événements pour 300 balles, quoi. Et des fois, tu as des demandes de sub, ils demandent 40 000 euros pour faire un truc et tout. Bon, ça va dans la poche, hein, vraiment qu'on soit clair, c'est de l'escroquerie. Mais si vous savez que, en fait, ce qui est rassurant, je ne sais pas si c'est rassurant, mais on a largement l'énergie et les sous pour sauver la planète. Mais vraiment, genre, il y a des études qui ont montré qu'à 50 milliards d'euros, on pourrait sauver la planète sur les 10 prochaines années. Elon Musk, il a acheté Twitter avec 50 milliards d'euros, donc vous inquiétez pas, on a les sous. Et du coup, le fait que dans ce milieu bordélique d'accaparation politique, de soudoiement, parce qu'on en a eu des politiques, des sous, des enveloppes qui venaient, de se dire, ok, avec mes potes, c'est important, on est resté intègre. Personne n'est parfait, on a fait des conneries et tout, on est resté intègre, on est ci, on est ça, on est libre, et toute cette énergie, on la met pour des trucs intéressants qui vont avoir un impact plus tard, tu sais, on plante des graines, c'est très satisfaisant. Et en plus de ça, j'en parle la patience, mais c'est de la patience que les graines que tu plantes dans le cerveau des enfants, ils ne verront que dans 10 ans. Donc c'est très intéressant. De pouvoir aussi, avec Climat Calanque, en fait, ça que j'aime beaucoup avec cette asso, c'est qu'on n'est pas juste des ramasseurs de déchets, on n'est pas des éboueurs de luxe. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on agit sur l'instant T, mais sur le passé, sur le futur aussi. Et ça, c'est trop satisfaisant de se dire, on a ramassé des déchets, certes, mais en fait, on agit à la source, et ci, et ça, et hop. Donc, qu'apprécie le plus, c'est ça, la liberté, et que toute cette énergie, je l'ai mis dans quelque chose d'intéressant, parce que sinon, ouais. Complètement d'accord avec ce que tu dis. Aujourd'hui, nous, c'est pas 100% de notre temps, donc c'est vrai que, mais comme je disais, ça tend à ça. Et je pense que ma plus grande hâte de la journée, c'est de fermer mon ordinateur et de me concentrer sur ce que j'aime, de me sentir utile, surtout avec ce qu'on fait, avec ce qu'on propose, de pas. J'avais l'impression de gaspiller mon temps. C'est-à-dire que je me levais le matin et jusqu'à 18h, ben, je faisais quelque chose qui était louable, hein, c'était formidable, je m'épanouissais, mais j'ai l'impression de perdre mon temps parce que mon épanouissement, ça me faisait pas bander, quoi. J'étais là et j'avais l'impression de travailler pour... En fait, j'avais l'impression que on utilisait notre... comment dire ça ? Que la personne qui était en face de nous, elle était évidemment pleine de promesses, d'évolution, de perspectives d'évolution dans la boîte. Tu vas voir, tu vas être chef de projet, chef de ci, chef de là. Mais elle utilisait l'énergie, parce qu'évidemment, de base, on se part quand même avec tous un capital, je pense, énergétique fort. Et c'est simplement, en fait, les rencontres qui nous découragent, je pense, mais en gardant ce courage-là, de dire qu'en fait, cette énergie-là, je peux la mettre au service de ma personne, et comme je défends une idée et quelque chose qui me plaît, ça va forcément rebondir sur d'autres personnes. Là, ouais, là, on prend du plaisir. Et on prend surtout du plaisir quand on se dit, ok, tu m'as bridé, parce que tu t'es servi de moi, entre guillemets, je parle juste de l'expérience professionnelle, tu as utilisé le fait que peut-être que je connais bien tel ou tel sujet, que je me suis très, très bon dans ça, moins bon dans ça, machin. Et là, de se dire qu'en fait, tout ça, je vais l'utiliser comme j'ai envie, il y a une liberté dans la carte blanche, dans l'expression de la créativité, il y a cette audace où je dis, mais même si je me trompe, c'est pas grave, j'ai pas de pression. Vraiment, je ressens pas de pression dans ce projet-là. Et je pense que c'est ça, c'est simplement de se dire, on travaille pour soi, et surtout, on porte la parole sur des valeurs qu'on défend, on assume aussi la personne qu'on est. Je pense que c'est super important dans notre
société, dans notre quotidien, d'être fier aussi de sa personne, de se dire ok, je suis quand même une belle personne, je défends des valeurs qui sont sympas, je vais pas, comme il a dit Eric, hein, je vais pas perdre mon temps à avoir un interlocuteur en face de moi qui va me dire non mais Martin, t'as pas fait ci, ah mais Martin, t'as pas fait ça, ah mais Martin va faire ci. Non, là on est tous les deux, alors évidemment il y a des hauts et des bas, c'est pas le monde des bisounours, mais en tout cas on est fiers de ce qu'on fait, et je pense qu'il faut être fier de ce qu'on fait dans la vie et d'assumer qu'on est tous des gens qui ont un potentiel extraordinaire, et mettons-le au service de notre personne, et on verra ce que ça peut créer, et je suis convaincu que ça crée que des bonnes choses. Vraiment, ça crée que des bonnes choses, que des bons souvenirs, et évidemment ça évite quelque chose que je détesterais, c'est d'avoir des regrets. Tu as repris possession de ton énergie finalement. En fait. C'est un peu ça. Et je suis pas sagittaire, hein. Je suis une putain de vierge, ascendant vierge, si tu veux, il n'y a pas plus vierge. Est-ce que tu connais ton signe lunaire? Ah bah sinon ça fonctionne plutôt pas. Ça veut dire taureau, je crois. J'ai aucune idée de ce que vous dites. Bon, on se fera un petit point. Non, mais c'est. Elle t'enverra une petite carte. Non, mais vraiment, Très bien. c'est